Il est 19h05, je propose qu'on commence. Donc bienvenue à la médiathèque musicale de Paris pour cette table ronde. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc nous sommes, comme notre nom l'indique, une médiathèque. Comme notre nom l'indique aussi, entièrement dédiée à la musique, ce qui n'est pas si courant en réalité, d'avoir une institution comme la nôtre uniquement consacrée à la musique. Et ce qui sera son importance peut-être dans la discussion de ce soir, donc nous sommes une médiathèque qui entend couvrir tous les usages documentaires, c'est-à-dire à la fois servir à la fois les simples mélomanes, mais aussi des musiciens amateurs, musiciens professionnels, des journalistes, des collectionneurs, des universitaires, etc. Et donc nous avons des collections, comme on dit dans notre jargon, de lecture publique, c'est-à-dire des documents empruntables, des livres, des partitions, des CD, mais nous possédons également des collections patrimoniales, essentiellement pour les phonogrammes, des disques vinyles. Bon. Nous en avons bien évidemment beaucoup moins que ma collègue ici de la Bibliothèque nationale de France, mais enfin on a quand même 100 000 vinyles, ce qui fait de nous la troisième collection patrimoniale sur ce support en France, derrière la BNF et donc derrière la Radio France. Voilà pour cette introduction. Donc cette table ronde prend place dans le cadre d'un festival qui s'appelle NUMOC, qui est le festival numérique des bibliothèques de la ville de Paris. Alors c'est vrai que dans un festival comme ça, où on essaie de s'attacher justement à des choses comme, je ne sais pas, le rétro gaming, le light painting, etc. Donc nous, on va s'intéresser à des choses un petit peu plus anciennes. On va faire du patrimonialing. Et simplement, comme c'est un festival qui est consacré au numérique, voilà, on avait envie de poser la question, qu'est-ce que le numérique fait au patrimoine ? Et en particulier le patrimoine de la musique, et encore plus en particulier parce que je pense que les discussions vont surtout tourner autour de ça ce soir, le patrimoine de la musique enregistrée. Voilà, même s'il y a aussi un patrimoine de la musique écrite, bien évidemment. Donc je vais vous présenter nos invités. Voilà, donc à partir à ma gauche, directement. Donc Guillaume Meguet. Guillaume Meguet, vous êtes chercheur. Alors vous avez fait une thèse de doctorat qui a été particulièrement repérée, voilà, dont je cite le titre exact, Métamorphose de la musique et capitalisme médiatique au prisme de YouTube. Voilà, une thèse que vous avez soutenue en Sorbonne il y a 1 an à peu près. Et vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Audimat, une excellente revue que je vous recommande. Voilà, une revue de critique musicale qui est mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestriel. Voilà. Donc le dernier numéro, je crois, va paraître prochainement. Voilà. Donc à vos côtés, donc Samuel Coavou, vous êtes docteur en sociologie, ça. Vous êtes, alors dites-moi si je me trompe les uns et les autres, chercheur associé à l'ENS de Lyon et également au département de recherche en sciences sociales d'Orange, Orange Labs, voilà, SANS. Voilà. Donc vos recherches mènent plus particulièrement sur les questions de réception des objets culturels, de transmission, de recommandation, voilà, tout dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire le domaine de l'art et de la culture. Bien, je l'ai cité tout à l'heure, donc Pascalie Sartel, voilà, donc vous êtes directrice du département de l'audiovisuel à la BNF. Alors, il faut savoir qu'à la Bibliothèque nationale de France, la musique a 2 départements. Vous y avez le département de la musique qui se trouve Square Louvois, où se trouve la musique imprimée. Et puis le département de l'audiovisuel que dirige Pascal, où se trouvent bien tous les documents audiovisuels, comme on l'indique, mais en particulier les documents sonores. Ensuite, Sofian Fanen. Voilà, Sofian Fanen, donc vous êtes journaliste, journaliste presse écrite radio, et puis vous êtes cofondateur avec d'autres, quelques anciens de Libération, de Les Jours, qui est un site d'information, un média indépendant. Alors je lis votre pitch, voilà. Média indépendant sans publicité, généraliste, qui raconte l'actualité à la manière de série. Voilà.
Donc je vous conseille effectivement d'aller voir, jeter un petit coup d'œil à Les Jours sur Internet. Et puis sur un des sujets qui va nous intéresser, vous avez publié en 2017 cet ouvrage là qui a eu pas mal d'écho également, Boulevard du Stream, donc qui raconte un petit peu vu de l'intérieur de l'industrie de l'édition phonographique tous les bouleversements qu'a connu le secteur. Voilà. Et enfin donc notre dernier intervenant, Jean-Christophe Mercier, donc directeur de la distribution des labels chez Believe Distribution Service. Je crois que c'est le nom officiel de la société aujourd'hui. Autrefois, on disait Believe Digital. Voilà. Donc Believe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le leader en matière de distribution numérique et de services aux artistes et labels indépendants. Voilà. Voilà. Donc, en fait, votre travail, c'est de gérer la promotion, de commercialiser le marketing et la distribution des artistes, des labels indépendants sur les plateformes de streaming et d'autres. Voilà. Donc Believe, c'est quand même le leader sur le secteur en Europe, dans le monde. Quasiment. Bon, voilà, quasiment. Bon. Bien, voilà pour cette présentation. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est vous êtes tous les uns et les autres plus ou moins habitués de ce type de rencontres, de ce type de présentation. Est-ce que cette question du patrimoine, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes parfois justement sollicité, interrogé? Est-ce que vous avez participé à d'autres interventions de ce type sur ce concept de patrimoine sonore? Qui veut se lancer? Non? Je peux me lancer vu qu'il faut commencer. Bonsoir. Moi, j'avais participé à une journée à la BNF qui avait abordé entre autres ce sujet. Et j'avais moi-même sollicité la BNF en tant que journaliste quelques temps avant, en leur posant la bête question de mais si SoundCloud disparaît, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, j'étais allé de bureau en bureau pour découvrir un petit peu ce que la BNF commençait à faire sur l'archivage du web, et l'archivage de la musique en ligne notamment. Donc moi, c'est une question qui me travaille beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on a plus accès à ce qui se passait dans les années 60 au fin fond de n'importe quel pays que à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir conserver tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est une grande et vaste question. Oui, Pascal? Oui, alors je me sens obligée de répondre. Le patrimoine, c'est un petit peu moi, en tout cas ici. Effectivement, nous sommes au cœur du patrimoine depuis plus de 500 ans. Hein. Je rappelle que le dépôt légal, donc cette obligation qui est faite aux éditeurs de toute publication de déposer leur production à la Bibliothèque nationale, date de François Ier. Alors bon, François Ier, ça nous éloigne un peu du sujet, mais quand même. Donc nous, depuis les origines de l'enregistrement sonore, hein, depuis la fin du 19e siècle, nous collectons ce patrimoine sonore. Et pour nous, la musique enregistrée est bien un patrimoine. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question-là. Et nous vivons au cœur de ce patrimoine que nous avons vu effectivement au fur et à mesure des années, de l'avancée des années, se raréfier. C'est-à-dire que cette mission de dépôt légal, elle a été de plus en plus difficile à tenir, malgré la persévérance de ce qu'on appelle chez nous des collègues qui sont spécifiquement chargés de la relation avec les éditeurs. Pierre Pichon, qui est présent, fait ce travail depuis presque 20 ans, d'aller convaincre les labels de déposer, parce que cette obligation n'est pas si évidente. Et alors, à l'heure du dématérialisé, elle est devenue quasiment absente, effectivement, et la continuité de cette mission qui est fondamentale est en question aujourd'hui. Donc, effectivement, les dépôts physiques se sont amenuisés, hein, ça n'est pas un secret, vous avez peut-être lu dans Libération certaines considérations sur ces difficultés. Effectivement, nous avons constaté la baisse de dépôts physiques après avoir pourtant suivi l'évolution de tous les supports, depuis les cylindres, les 78 tours, effectivement le vinyle, hein, l'âge d'or dans les années 60, et puis le CD. Et donc une inquiétude pour nous, et aussi une forme d'urgence à savoir comment répondre
et comment faire face à cette difficulté. Là, je parle vraiment de la production, du dépôt, de cette sédimentation dans nos magasins, de ce patrimoine qui était donc matériel. L'autre question, c'est comment on diffuse la musique sous forme dématérialisée ou pas. Et on est bien sûr un lieu de diffusion très important. Le patrimoine est accessible plutôt aux chercheurs et aux professionnels dans la bibliothèque de recherche, mais on est aussi une médiathèque publique complètement ouverte, et donc un lieu de diffusion comme le vôtre. Et nous avons fait, nous, le choix de dématérialiser totalement la diffusion de la musique, que ce soit d'ailleurs au niveau chercheur et pour le public aussi, ce qui pose d'autres problèmes. On va y revenir, mais le sens de ma question, c'était est-ce qu'au-delà de l'inquiétude des professionnels ou de l'interrogation des journalistes, est-ce que vous avez le sentiment que cette question, elle est dans le débat aujourd'hui ou pas ? Non, personne ne se... Bah, moi j'ai un accès à ça, mais comme chercheur, donc je peux pas dire sur le... Comme amateur de musique aussi, d'une certaine manière. En fait, moi, si j'ai voulu faire de la recherche et j'ai fait une thèse sur YouTube quand même, c'est parce que, je sais pas si c'est un sentiment partagé, mais j'étais assez actif dans la scène des blogs musicaux du milieu, vers 2005, et il y avait énormément de remixes qui circulaient à ce moment-là. Et j'ai vu cette scène un peu... j'ai vu une partie de cette culture un peu disparaître avec les blogs qui fermaient, les fichiers qui étaient plus hébergés en ligne avec la fermeture de services type Mega Upload, des choses comme ça. Et Mega Upload. Et du coup, il y avait tout ça qui disparaissait un peu avec les transformations du milieu numérique de la musique. Et ce qui s'est ensuite transformé en question de recherche du type comment sont faites les archives du web, est-ce qu'il y a un patrimoine de... Est-ce qu'on peut archiver des players musicaux quand la musique est publiée sous ce format, etc. Mais je pense qu'à la base, voilà, comme amateur de musique, moi j'ai connu ça, j'ai connu l'impression d'une disparition de toute une partie qui a été la culture musicale dans laquelle j'étais active, en assez grande discrétion d'ailleurs par rapport à ce que disait Sofian sur la prise de conscience quand SoundCloud a menacé de fermer il y a quelques mois, un peu plus maintenant, j'ai plus... Il y a 6 mois, c'est ça. Là, il y a eu des articles de presse, etc. Mais j'ai l'impression que la fermeture d'un certain nombre de blogs, la disparition d'un certain nombre de références, s'est faite un peu plus discrètement parce que c'est plutôt l'enthousiasme pour ce qui prenait sa place qui avait l'air de dominer dans le débat à ce moment-là. Jean-Christophe, est-ce que c'est une inquiétude est-ce que c'est une question des labels et les artistes que vous accompagnez? Est-ce que cette idée de la pérennité, ça les travaille ou pas du tout? Je vais répondre très honnêtement, je suis assez extérieur au sujet. Et c'est aussi Parlez plus dans le micro. Je suis aujourd'hui assez extérieur au sujet et c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant l'idée de participer à ce débat. Je suis assez extérieur au sujet puisque aujourd'hui la logique de l'ensemble des partenaires avec qui on travaille, et notamment les plateformes, est une logique de nouveauté, de catalogue sans cesse renouvelé, etc. Donc, si je devais répondre très honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas suffisamment, moi, sensibilisé à ce sujet du patrimoine musical. Sur le sujet de la conservation du patrimoine, quel qu'il soit, et les effets de la dématérialisation d'un bon nombre de sujets, de documents personnels, de photos, l'arrivée du cloud, etc., et toutes les problématiques que ça peut poser, évidemment, je suis sensible à ça. Sur ce sujet plus particulièrement, nous, en fait, on travaille avec une multitude de partenaires, aussi bien avec des artistes qu'avec des labels. On est censé être une solution à tous les stades de développement d'un artiste et des labels qui travaillent ces artistes. Et donc, il y a évidemment une partie des labels avec qui on travaille qui sont sensibilisés, plus que sensibilisés d'ailleurs, dont une partie de l'activité est clairement mise en danger par des logiques de la part des plateformes sur le domaine public, sur des catalogues qui sont déjà référencés. Je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans le débat là tout de suite, mais à mon avis on y viendra évidemment. Il y a une partie de ces labels-là qui sont évidemment très fortement sensibilisés à ça. Et voilà, mais c'est une partie des labels parmi l'ensemble des clients qu'on représente. Et là, je vais me tourner vers le sociologue. Là. Samuel Coivou, est-ce que, à votre sens, est-ce que le public, lui, il a conscience de ça, qu'il y a toute une partie de la musique, peut-être qu'il écoute aujourd'hui, peut-être qu'il ne pourra plus l'écouter demain.
Est-ce que c'est une préoccupation ou pas du tout? Bonjour, alors c'est un peu compliqué de répondre parce que n'ayant pas spécifiquement interrogé là-dessus des gens du public, j'ai pas vraiment de réponse exactement à cette question. Ce que je peux constater, c'est que le patrimoine, c'est effectivement une préoccupation pour certains acteurs, les acteurs politiques, les acteurs éventuellement de l'industrie, les amateurs de musique dans le public, qui sont une minorité en fait assez infime du public, puisque la musique c'est l'une des pratiques culturelles les plus démocratiques. L'écoute de musique enregistrée, c'est quelque chose qui est partagé par la quasi-totalité de la population, mais les gens qui sont vraiment amateurs et qui ont un intérêt fort pour notamment le patrimoine, le patrimoine entendu comme patrimoine culturel, national, etc., sont une minorité. Ce qui, dans la majeure partie du public, pose question, c'est plutôt la question du patrimoine personnel, c'est-à-dire le fait qu'en fait, l'écoute de musique est fortement attachée, en gros, au cycle de vie, aux situations sociales dans lesquelles on se trouve, et concrètement, ce à quoi les gens sont avant tout attachés, c'est à leur bibliothèque ou leur musithèque personnelle. Jusqu'à maintenant, en fait, les supports physiques assuraient une forme de pérennité en fait de ces supports. Puis par ailleurs, l'industrie a des cycles de redécouverte qui fait que finalement, on a toujours eu les moyens jusqu'à maintenant de réécouter la musique de ces 20 ans en gros. La question qui risque de se poser, c'est le jour où la musique est entièrement dématérialisée et le jour où on connaît les premiers crashs des sites de streaming, c'est-à-dire les premières faillites, les premiers moments où justement cette musique disparaît, n'est plus accessible, qu'est-ce qui va se passer et comment on va pouvoir y retourner. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment un problème. On a toujours les moyens de retourner à son patrimoine personnel. Juste pour rebondir, en fait, je parle trop fort. En fait, on a déjà eu le crash. MySpace a fermé et MySpace a perdu toutes ses données. C'est un des drames culturels des dernières années qui a fait à peu près zéro vague. Il y a eu vaguement des articles, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une sorte de prise de conscience publique ou politique, parce que finalement tout ça est très politique. Je ne pense pas que le public ait quelque chose à voir en fait dans tout ça. Mais le crash a déjà eu lieu. Le crash a déjà eu lieu. Et alors, MySpace, ça a été une comète. Ça a duré en gros 5 ans. Mais c'est quand même 5 ans d'une densité musicale. C'est une époque. Et à l'époque, tout n'est pas sorti en physique, loin de là. Tout n'est pas sur les plateformes de streaming aujourd'hui parce qu'il y avait énormément d'autoproduction de choses ou alors de petits labels pas distribués parce que les services de distribution à l'époque étaient très naissants en termes numériques encore, même si on avait déjà du téléchargement légal. Mais il y a énormément de choses. Il y avait des remixes, comme disait Guillaume, énormément de choses, effectivement. Moi, quand j'ai travaillé sur mon livre où j'ai fait pas mal de recherches, de documentation, je suis souvent tombé sur des liens MySpace morts, des MySpace qui étaient à l'époque attribués à un artiste qui finalement renvoyait vers un autre. Enfin, voilà. C'est une sorte de cimetière très flottant comme ça, qui existe encore, les URL existent encore vaguement, mais il n'y a plus de musique dessus quasiment. Et voilà, donc le crash a déjà eu lieu en fait, et c'est probablement déjà une perte. Je voudrais préciser quand même que au niveau des pouvoirs publics, le Code du patrimoine a tenté d'évoluer et évolue toujours par rapport à cette problématique de la dématérialisation, puisque c'est la loi d'Avcy en 2006 qui instaure pour nous le dépôt légal du web notamment et de toutes les productions, donc notamment culturelles, dématérialisées. Or, nous avons été peut-être dans une illusion pendant plus de 10 ans que nos robots, les plus performants soient-ils, allaient pouvoir drainer les contenus du web français. En tout cas, nous avions l'obligation de collecter les sites en .fr. Bon, il s'avère que c'était une illusion, une belle illusion, mais qui ne s'est pas concrétisée, parce que bien évidemment, les plateformes sont protégées, sont payantes, et que donc nous n'avons pas accès au web profond, et que les robots s'arrêtent à la porte des plateformes. Donc nous avons dû réfléchir autrement. Mais c'est un débat et des questions juridiques qui ne sont pas réglées actuellement. Mais il y a bien eu quand même une préoccupation, en tout cas au niveau donc, législatif, puis réglementaire et dans le Code du patrimoine, sur que fait-on pour patrimonialiser ce qui est en train de se dématérialiser à partir de 2006. Voilà. Mais les solutions, on y viendra peut-être plus tard, sont complexes. Je voudrais juste ajouter qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a des initiatives autonomes d'archives ou de patrimoine. Et pour un exemple du type MySpace qui appartient
un grand conglomérat médiatique privé, etc. Et qui du coup, quand ça crache, on perd les catalogues. Il y a des exemples du type archive.org qui propose le dépôt de la musique par les musiciens eux-mêmes. Alors souvent, les labels les plus professionnalisés le font pas parce que ça suppose de la mettre en partage gratuitement. Mais il y a aussi, on en reparlera peut-être, il y a aussi tout ce qui se fait autour de la musique et qui ne correspond pas forcément au fait de rendre accessible la musique elle-même, mais qui du coup quand même permet d'archiver l'état de la culture musicale à un moment donné. Je lisais un article ce matin d'un blogueur qui revenait sur l'époque où tout un tas de collectionneurs étaient sur un site américain qui s'appelle readyourmusic.com et donc il y a un site qui est toujours maintenu et qui permet de voir un petit peu ce que les gens pensaient et cherchaient à écouter comme musique voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, au moins dans une certaine culture du web, de ce site-là en particulier, etc. Donc je pense que c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce que permet l'État en termes de financement et de collecte, et dans quelle mesure... Il y a aussi une chercheuse qui s'appelle Sarah Baker qui a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle les archives DIY, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a des acteurs autonomes qui se rassemblent, soit en association, soit en collectif, et qui prennent en charge certaines parties de la culture musicale. Donc ça peut être les catalogues, mais ça peut être... par exemple, je me souviens très bien qu'à peu près au même moment où SoundCloud crachait, il y a un internaute qui mettait sur archive.org 200 téras de cassettes de noise des années 80, dont on pensait qu'elles étaient à jamais inaccessibles. Et puis je pense que Sophie en commun, on fait régulièrement des découvertes qui sont liées au travail de collectionneurs qui deviennent des archivistes et qui republient des choses qu'on croyait disparues, dont on n'avait même pas la connaissance qu'elles avaient existé en fait. Pour compléter, c'est vrai que c'est quelque chose... Là, on est en train de... Le moment actuel, c'est le bon moment de faire cette table ronde, même si c'est toujours le bon moment, je pense, mais le fait que l'écoute de musique en ligne soit en train de s'enfermer au sein de quelques plateformes, il n'y en a pas beaucoup. Et de quelques styles musicaux. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'écoute s'enferme entre quelques plateformes. Et en fait, effectivement, ça devient des mondes fermés. La BNF n'y a pas accès, etc. etc. Alors que cette plateformisation et ces mondes fermés remplacent quelque chose d'extrêmement impalpable qui était le peer-to-peer, les échanges entre internautes. Il y a un moment, entre 2010 et 2012, jusqu'à ce que Mega Upload soit fermé, je laisse de côté les questions morales, les questions légales dans ce débat, il y a eu, je pense, 2-3 ans où c'était impossible de ne pas trouver un morceau en ligne, en fait. Si on cherchait bien, on le trouvait, même le truc le plus improbable, on le retrouvait toujours, on le trouvait toujours. Il y avait une sorte d'archivage collectif fait par les internautes eux-mêmes, de façon pas forcément consciente. Mais en fait, il y avait tellement de musique en ligne sur Mega Upload, mais aussi sur les plateformes de peer-to-peer qui existaient encore, les services de torrent, d'échange en ligne, etc., que là, en fait, on avait une sorte d'archivage de fait qui était précieux, et qui, pareil, au fur et à mesure, fermeture de Mega Upload, Rapid Share, énormément les torrents, etc., tout ça, c'est complètement éparpillé. Et en plus, la nouvelle génération d'auditeurs et d'internautes n'a pas forcément utilisé et n'a pas la même culture qu'un internaute de 2005-2006 de mettre sa musique à disposition, etc. Tout simplement parce que l'écoute de musique fonctionne complètement différemment aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle économie qui s'est créée, etc. Et du coup, on a fondamentalement besoin, je pense aujourd'hui, de quelque chose qui prend le relais, parce qu'en fait, le travail fait par les internautes, encore une fois, de façon un peu inconsciente, il existe encore, comme disait Guillaume, mais de moins en moins. Et quand je vais sur SoulSeek, qui est une plateforme de peer-to-peer qui est née en 2000, qui existe encore, il y a encore beaucoup de choses, mais il y a de plus en plus de trous, et surtout je vois bien que les gens vieillissent. Les gens, ils ont mon âge sur SoulSeek, ils ont pas 15 ans, et la musique de jeunes, elle est pas sur SoulSeek. On trouve des vieux trucs de noise pour des gens comme nous, un petit peu vieux, mais on trouve plus la nouveauté, et la nouveauté très underground, elle est plus mise à disposition, ou en tout cas beaucoup moins, alors qu'encore une fois, je pense que sur SoulSeek en 2010-2012, on trouvait absolument tout, et aujourd'hui il y a des choses qui ont disparu. Je me rends compte qu'on parle depuis le début de cette émission de patrimoine, mais on n'a jamais vraiment, on ne s'est pas vraiment posé la question de ce que c'était.
Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a longtemps, les choses étaient assez simples. On nous expliquait le patrimoine, voilà, c'est ce qui est ancien, rare ou précieux. Voilà, c'est une bonne définition. Et forcément, derrière le patrimoine, c'était des objets. C'était des objets qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait montrer, sur lesquels... et on voit bien aujourd'hui que nous, quand on cherche à mettre en valeur le patrimoine, bon, là vous avez par exemple quelques vitrines, hein, on voit bien qu'il y a cette notion quand même que la musique est accompagnée de l'histoire de sa production, hein, qu'elle est accompagnée d'autres éléments, des éléments graphiques, des éléments d'information, la pochette, hein, c'est un formidable support quand même de communication. Et donc du coup, je vois qu'on est un peu nous désorientés aujourd'hui, nous qui avons construit, enfin, ceux qui ont construit leur vie de bibliothécaire à accumuler des objets, tout d'un coup il n'y a plus d'objets. Donc là, on est quand même extrêmement désorienté. Alors, la BNF a trouvé une solution dont Pascal nous parlera tout à l'heure. Mais pour revenir à ça, est-ce qu'à votre avis, ça fait sens encore aujourd'hui de parler de patrimoine dans la mesure où il n'y a plus d'objets? Comment est-ce que le public peut percevoir cette notion-là? Alors que le public, on sait que dès qu'on lui dit patrimoine, il répond présent. Il suffit de voir les journées du patrimoine, la queue partout pour visiter des bâtiments, etc. Moi, j'ai juste une remarque là-dessus, c'est que dans les collectifs de recherche dont je fais partie, on a souvent critiqué les notions de dématérialisation et d'absence d'objets. Et je pense que l'exemple du player, c'est un bon exemple. Le player YouTube, c'est pas la même chose qu'un... En fait, avec la numérisation de la musique, on a eu l'impression que, comme on perdait les objets au sens tangible, on perdait toute objectalité de la musique, enfin tout ce qui faisait qu'elle avait une configuration matérielle particulière, etc. Mais il y a tout un tas de chercheurs qui ont travaillé sur les différentes formes du MP3, puis, le player, le fait qu'à un moment donné, on écoutait la musique qu'on mettait dans des logiciels comme Winamp, qui avait une forme particulière, et puis en fonction des interfaces des différentes plateformes de streaming, elles ne s'affichent pas de la même manière non plus, etc. Les métadonnées, ce qui sont encore une autre dimension, c'est-à-dire le fait qu'elles arrivent souvent avec tout un tas d'informations dans des champs spécifiques, etc. Donc il y a un caractère d'objet, même de la musique numérisée. C'est peut-être un peu tôt pour le voir, mais on a des musées d'art et technique qui nous montrent les machines avec lesquelles on écoutait des 78 tours, etc. Et en fait, ce qui se passe, peut-être de manière un peu surprenante, mais les archives du web sont un bon contre-exemple de ça, c'est qu'on sépare, au sujet de la musique aujourd'hui, on tend à séparer le patrimoine technique, des techniques d'écoute, des logiciels, etc., du patrimoine culturel qui serait les catalogues, les répertoires. Or, dans la culture qui est ce que décrivait Sofian, la culture des amateurs de musique, les deux sont reliés. Et écouter de la musique, c'est aussi savoir se servir de certains logiciels, savoir comment la chercher, savoir comment régler ces logiciels pour l'écouter de la bonne manière, comment on renomme la musique, comment on la classe. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai l'impression qu'il y a une perspective de ce côté-là, qui est que, là encore, les usagers ont déjà un rapport au patrimoine numérique comme objet, et peut-être que, je ne sais pas dans quelle mesure ça fait partie des réflexions, par exemple de la BNF, mais il y a sans doute un lien à faire entre patrimoine technique et patrimoine culturel, y compris pour la musique numérisée. Samuel, vous vouliez intervenir ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. Et par ailleurs, j'ajouterais, même si c'est un peu tangent, que ce qu'on appelle dématérialisation, c'est un terme qui est assez gênant parce que la musique en streaming, elle est très matérielle. Hein. Il y a des fermes de serveurs, il y a des centrales électriques qui tournent pour la faire fonctionner, il y a des données qui passent dans des tuyaux et tout ça demande même un travail. Il y a des techniciens qui font en sorte que tous les jours, les câbles soient en bon état pour vous transmettre la musique que vous écoutez. Donc même à ce titre-là, en fait, la musique demeure tout à fait matérielle. Mais pour répondre plus directement à votre question sur la question du patrimoine, alors, et là je prends un point de vue de sociologue et ce sera peut-être un peu théorique, et je m'en excuse. Je m'en excuse par avance, mais le patrimoine, c'est pas une propriété de l'objet qui est conservé, c'est une propriété du processus de conservation de cet objet. C'est-à-dire que si vous trouvez
je sais pas, une faucille dans la grange de votre grand-père, c'est pas du patrimoine, c'est un outil. Mais si vous trouvez la même faucille dans un écomusée, là c'est du patrimoine. Si vous trouvez un tableau chez quelqu'un, c'est de la décoration, mais un tableau au musée, c'est du patrimoine. Et de la même, ce que je veux dire, c'est que ce qui fait le patrimoine, c'est pas, il n'y a pas des objets qui sont déjà le patrimoine. Ils sont patrimoniaux qu'à partir du moment où on a des acteurs qui s'en emparent et qui considèrent. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être conservé parce qu'il a une valeur historique, une valeur culturelle. Il mérite d'être mis en collection, il mérite d'être catalogué, il mérite de faire l'objet d'un traitement spécifique. Et c'est ça qui produit le patrimoine. Alors du coup, la patrimonialisation, elle se fait de plein de façons différentes en fait. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir quels sont les acteurs qui font ça et qui le font exister. Il y a des acteurs publics, il y a la BNF, il y a des acteurs institutionnels en général, et puis il y a tout un ensemble d'acteurs privés, de collectionneurs, d'amateurs, de fans qui vont aussi produire du patrimoine. Mais ils ne préexistent pas à cette production. Je voudrais peut-être nuancer d'un point de vue... Alors d'abord, effectivement, nous conservons aussi des objets techniques de l'histoire de cette production musicale, depuis, encore une fois, l'appareil qui a servi au premier enregistrement de la voix humaine. Cet appareil, il est stocké au 17e étage de la Tour des Sciences à la BNF, et nous avons comme ça tous les appareils principaux qui ont marqué l'histoire de l'enregistrement sonore. Et nous continuons à accumuler ces objets, et ils nous servent aussi parce que nous numérisons ce qui est matériel. Donc nous avons nécessité parfois d'avoir recours à des objets relativement anciens que nous tentons de maintenir avec grande difficulté. Alors le retour du vinyle nous aide un petit peu puisqu'il y a à nouveau une possibilité de retrouver donc une production plus récente. Donc voilà, mais c'est vraiment à l'état de trace, ça n'a pas de valeur muséale, c'est pour témoigner de la production et des usages, mais à une toute petite échelle. Ensuite, sur cette notion de patrimoine, la question se pose pour nous d'une manière technique finalement. Le Code du patrimoine donc, instaure des règles qui encadrent donc légalement ce dépôt à la Bibliothèque nationale de France. L'objectif de François Ier, c'était de contrôler ce qui était produit dans son royaume, de manière purement... c'était une forme de censure au départ. Avec l'extension donc sur plus de 500 ans, nous ne nous posons pas la question de est-ce que c'est du patrimoine ou pas au moment où nous faisons entrer ces collections. Le dépôt légal ne trie pas, ne sélectionne pas. On prend ce qui vient à nous, ça c'est la grosse difficulté. Et c'est cette sédimentation qui, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, va faire patrimoine, mais ce n'est pas nous qui décidons de ce patrimoine. Donc nous avons toutes les formes de production et nous tentons. Nous ne jugeons pas. C'est vraiment un dispositif. Nous sommes des techniciens du patrimoine. Moi, je le revendique tout à fait. Le patrimoine, il va se fabriquer ensuite. Alors, ce que nous choisissons, c'est de valoriser, puisqu'il y a aussi, bien sûr, la valorisation des manifestations culturelles, comme ici. Et là, nous avons des choix. Mais en tout cas, dans l'alimentation des collections, et tout fait collection, le numérique, c'est une collection aussi qui a ses particularités. Et chez nous, c'est effectivement... très matériel, les serveurs, exactement comme vous le décriviez. C'est extrêmement matériel, c'est extrêmement coûteux maintenant. Et cette conservation numérique pérenne, on va y revenir, parce que tout ce que vous décrivez, c'est une forme de conservation, certes, mais la conservation numérique pérenne, au sens technologique aujourd'hui de ce qu'on en connaît, c'est encore un autre monde dans lequel nous avons tenté de commencer vraiment à être acteurs. Jean-Christophe Mercier, chez Believe, parce qu'Alice Sartell évoquait le retour de vinyle. Est-ce que dans les labels que vous suivez, dont je suppose qu'il y en a certains qui éditent aussi peut-être des vinyles, est-ce que pour eux c'est quoi? C'est le désir de laisser une trace ou c'est le désir justement de l'objet? Juste avant de répondre à cette question, j'ajouterais effectivement par rapport à ce qui a été dit précédemment, enfin moi ma vision peut-être un petit peu romantique du patrimoine, c'est que le patrimoine, en fait, n'a d'existence qu'à partir du moment où il est constaté comme étant un patrimoine, donc par des personnes. Et je pense que la notion de patrimoine, pour moi, va être totalement différente de la notion de patrimoine pour probablement la plupart des personnes présentes dans cette pièce. Ce que je tiens à dire par là, c'est que
chaque personne se constitue des objets, des éléments qui vont intégrer comme faisant partie de leur patrimoine, de leur histoire, de leur patrimoine. Et effectivement, à la base, historiquement, c'est un objet, c'est quelque chose de palpable, qu'on peut voir, etc. Aujourd'hui, la musique, on peut encore l'entendre, on peut encore la voir, on peut encore potentiellement la palper, même si c'est pas un objet physique. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Guillaume, sur les formes de consommation, les ergonomies des différents sites de streaming, de services pour consommer cette musique, qui quelque part, et par exemple, prenons l'exemple d'Instagram et de la possibilité de pouvoir communiquer sur les stories sur Instagram de la musique. Aujourd'hui, il y a énormément de découvertes qui se fait par ces biais-là. La majeure partie, en tout cas, de la découverte chez les enfants, chez les très jeunes, se fait par ce biais-là et non pas par d'autres biais. Il y a YouTube encore toujours, évidemment, mais même YouTube est plutôt une plateforme vieillissante, en fait, pour ces personnes-là. Et c'est une façon de donner corps, quelque part, à la musique, en tout cas à la musique enregistrée. Bon, alors en la mettant sur des selfies, peut-être, ou en la mettant sur des vidéos de cheval le week-end. C'est certes pas forcément des choses très, très glorieuses ou glorifiantes ou je ne sais quoi, mais de donner corps, moi je trouve, effectivement, et d'avoir une consommation légèrement différente de la musique qu'on pouvait avoir un petit peu avant, précédemment, qui était effectivement de s'installer, d'écouter et de ne pas faire autre chose. Voilà. Donc après, par rapport à la question du vinyle, chez nos clients, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Je pense qu'effectivement, c'est avant tout une approche militante, une approche culturelle. On travaillait par exemple avec JB de Born Bad, qui est évidemment pas le seul, loin d'être le seul, mais un des fervents militants et défenseurs du format du vinyle, ou avec Ici d'ailleurs, avec des labels comme ça qui sont effectivement des labels assez engagés sur ce créneau-là. Il y en a plein, c'est sûr. Qu'est-ce que ça représente concrètement dans leur économie aujourd'hui ? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas persuadé. Effectivement, il y a un renouveau du vinyle et c'est génial et il faut l'encourager, etc. Mais concrètement, pour un label aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans son économie ? Je ne suis pas persuadé que ce soit, malheureusement en tout cas, la solution pour eux, en tout cas financièrement, pour se projeter dans l'avenir. Ça pourrait être au-delà de justement de la question, même si c'est financièrement ça n'apporte pas grand-chose. Est-ce que symboliquement ça n'est pas quelque chose d'important pour eux justement d'avoir quelque chose de tangible pour le coup, pour reprendre l'adjectif de Samuel de tout à l'heure. C'est évident et ça reste super important et souvent nous donc on a alors de moins en moins dans les nouvelles générations, les artistes plus jeunes, on va dire ceux qui ont entre 20 et 25 ans, la plupart ne nous posent même pas la question de est-ce que vous êtes capable de distribuer du physique, donc c'est plus vraiment un sujet en tout cas sur cette génération. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, hein, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais la plupart le font, et moi c'est ce que je réponds souvent, puisqu'après derrière, à partir du moment où on rentre dans une logique de distribution physique, on rentre dans une logique de ok, quels sont les réseaux de distribution sur le physique en France, et donc il y a les réseaux de distribution traditionnels que tout le monde connaît, il y a les disquaires, etc. Et qu'est-ce que tu souhaites faire, toi, avec cet objet ? Et moi, à chaque fois, quand on me répond, quand on me pose la question de est-ce que c'est intéressant pour moi de faire du physique, etc., je réponds oui, c'est probablement intéressant pour toi de faire du physique parce que c'est une autre façon de présenter ta musique et ça va aussi répondre potentiellement à une demande sur certaines personnes, etc. C'est encore une fois une autre façon d'exposer ta musique. En revanche, le faire aujourd'hui dans les canaux existants, dans les réseaux traditionnels de distribution, ça n'a probablement pas de sens. Voilà. Donc, fabriquer des vinyles, fabriquer des CD, fabriquer tout ce que vous voulez pour ensuite les commercialiser d'une façon ou d'une autre, principalement en vente directe, via Bandcamp, via d'autres solutions comme ça, sur les tournées, en vente directe et tout, oui, évidemment. La problématique, c'est que si vous voulez aller aujourd'hui adresser, enfin c'est pas vraiment une problématique d'ailleurs, je pense, hein, mais adresser des magasins comme la Fnac, les espaces culturels, etc., comment dire, c'est
mort-né, puisque voilà, sur l'offre de vinyle, par exemple, la Fnac a une offre qui évidemment, s'est beaucoup redéployée, mais qui est ultra limitée à de la nouveauté. Ils ont, alors je ne sais pas si ça a changé, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on avait sorti, il y a 2 ans, on avait sorti le nouvel album de Wax Taylor en vinyle, et on avait dû mettre, je sais pas, 300, 400 vinyles en place qui avaient été écoulés assez rapidement, et sur lequel du coup on avait dit bon bah voilà, ok, il serait bien monsieur de la Fnac de réassortir, donc de remettre des disques en magasin, et même si évidemment on s'attendait pas à ce qu'ils en remettent autant, mais de pouvoir continuer à alimenter les magasins, etc. Et la Fnac nous avait répondu ah non, sur la nouveauté, c'est on rend disponible à la sortie et derrière il n'y a pas de réapprovisionnement. Voilà. Donc en fait, la majeure partie du business sur le vinyle aujourd'hui pour la Fnac, peut-être que c'est pas du tout la même chose pour les autres interlocuteurs, mais la Fnac est quand même majoritaire dans les réseaux traditionnels, en tout cas sur l'achat de vinyle. C'est de la nouveauté parce que marketingment parlant, c'est assez joli, ça fait des belles PLV, etc. Et puis ça attire une partie du public qu'on essaie de rattraper. Mais sinon, la majorité des ventes, c'est effectivement concentré sur un cœur de l'offre en back catalogue, sur des Rolling Stones, des classiques des Beatles, etc. Et qui, pour le coup, sont, je pense, vendent régulièrement, font de très belles ventes. Mais voilà, sur une offre très très limitée, quoi. Extrêmement limitée. Mais la question est, où sont les usines de production de ces vinyles ? Qu'est-ce qui reste comme usine de production ? Parce qu'elles avaient toutes fermé. Là, il y en a pas mal qui rouvrent. Là, il y a MPO qui continue de fonctionner en France, mais il y a des plus petites usines là, qui sont construites. Enfin, il y a 2-3 qui ont ouvert en France très récemment. Il y a donc MPO principalement, GZ Media qui est en Europe de l'Est, République tchèque. Voilà, exactement, qui est très bien. Il y a des initiatives comme Coroneco, qui est un petit distributeur avec qui on travaille, qui a acheté ses propres presses et qui effectivement propose du pressage de vinyle à leurs clients. Mais bon, c'est sûr que c'est pas. Et il y a en Chine aussi. Ouais. Et voilà, ça reste quand même. On le constate, hein, c'est ce qui est intéressant avec le dépôt légal. On a toutes ces tendances et on a d'abord vu une tendance marketing. Alors est-ce que ça devient un usage ? Parce que ce qui est fabuleux dans la musique, c'est de voir comment les usages influencent cette industrie quand même. Ça, c'est un phénomène qui est bien sûr observé de manière beaucoup plus précise que ce que je peux en exprimer, mais je trouve ça assez incroyable que les usages aient pu transformer une industrie aussi puissante et la faire complètement évoluer, voire péricliter à un moment. Ça s'est fait dans la douleur quand même. Complètement. Non, mais c'est un phénomène assez intéressant à examiner. Donc effectivement, nous, on va finir par déposer plus de vinyles à la BNF que de CD. Ça, on s'en approche. Et d'ailleurs, il y a même au niveau des ventes, apparemment aux États-Unis, les ventes de vinyle commenceraient à se rapprocher, voire dépasser les ventes de CD. Alors voilà, c'est un peu la course à ce qui reste de support, ce qui est pas inintéressant à observer aussi. Je pense que peut-être c'est le moment de présenter justement la solution qu'a trouvée la BNF. La solution, non. Je suis très très modeste face à l'ampleur de... J'ai pas dit la solution avec un grand L, mais la solution que la BNF a trouvée, je dirais, pour tenter de répondre à cette disparition. Alors, bon, appelons ça... moi, je continue à appeler ça support, parce que je comprends bien votre argumentation sur la matérialisation qui reste toujours existante, et c'est vrai qu'il y a toujours de la matérialité, mais enfin, c'est quand même pas exactement la même chose qu'un objet qu'on tient dans les mains. Et donc face, je dirais, à la baisse tendancielle forte depuis ces dernières années, ça a résisté quand même longtemps, le dépôt légal. Moi, je regardais les chiffres, on était toujours un peu étonnés de voir que ça ne baissait pas tant que ça. Et puis tout d'un coup, il y a eu un écroulement. Et donc là, vous allez... 4-5 dernières années, il y a eu donc vous avez passé un accord avec le SNEP, je crois, la société Kantar, et puis donc vous allez peut-être nous montrer ça. Alors, pour changer de slide, il faut faire un signe à mon collègue. J'en profite pour remercier Damien Poncet qui a monté cette table ronde aujourd'hui. Merci. Voilà, donc je rappelle dans cette slide justement l'ampleur du patrimoine qui est conservé et surtout cette histoire des supports, du cylindre, des premiers cylindres jusqu'à effectivement au vinyle et à son retour. Et malheureusement, et ça c'est une vraie difficulté, nous nous targuons à la BNF d'avoir les plus anciens manuscrits, les incunables, les premiers ouvrages imprimés. Nous n'avons pas les incunables du numérique et nous ne les retrouverons pas.
Alors nous aurons peut-être une possibilité de retrouver nous sommes en train de pouvoir retrouver le premier site web français. Mais sur la musique, il est clair que nous n'aurons pas ces premiers fichiers, puisque actuellement, aucun fichier MP3 n'est déposé, ou alors de manière extrêmement sporadique. Ce qui n'est pas le cas pour le département de l'audiovisuel, c'est du son, de la vidéo pour faire très court et du multimédia. Ça va jusqu'à le multimédia, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les jeux vidéo, des choses extrêmement diversifiées. Et le son, la musique, les documents sonores tracent la route aussi dans cet écosystème de la dématérialisation, tracent la route et c'est donc la première filière que l'on va mettre en place pour tenter de récupérer ces documents, donc ces fichiers, avec différents formats d'ailleurs. Donc, effectivement, depuis la fin du 19e, cette sédimentation nous a amené à avoir plus de 1 million de documents sonores, à peu près la 3e collection sonore au monde, après la British Library et la librairie la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Donc, effectivement, une importance en termes de volume considérable. Alors, effectivement, le juridique est toujours un petit peu en décalage avec ce qui se produit dans la société. Et donc, c'est à partir de 1925 qu'on commence à réfléchir à pouvoir patrimonialiser la musique enregistrée. Mais on va mettre quand même un certain temps. Donc, 1938, c'est la création de la Phonothèque nationale qui vraiment instaure et met en œuvre ces dispositions légales, même si le premier disque déposé va être plus tardif pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis l'autre événement, c'est donc cette loi DAPSI, donc la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, qui donc commence à tenter d'instaurer le dépôt légal des objets dématérialisés. Et nous en sommes toujours à tenter d'obtenir un décret qui nous aiderait malgré tout à peut-être mieux faire connaître cette mission patrimoniale. Alors, à cette occasion, nous avons rencontré les représentants de toutes les filières, en tout cas les filières audiovisuelles, en particulier la filière des documents sonores, de la musique, et nous avons rencontré en particulier le syndicat national de l'édition phonographique. Il y a toute une myriade de représentants, et pour justement les sensibiliser à ce patrimoine dématérialisé qui n'était pas collecté, sauvegardé. Et à partir de ces échanges, nous avons tenté donc d'élaborer une solution avec eux, puisqu'ils gèrent une base importante par un prestataire qui est donc Kantar. Kantar collecte actuellement des données qui sont fournies par des distributeurs notamment et qui alimentent les plateformes. Donc tout un référencement de la musique qui est fondamental, puisque être bien référencé, c'est être bien rémunéré. Et nous avons imaginé une solution avec ce partenaire à partir de cette base BIP, cette base qui comporte, en 2018, c'est un petit peu plus maintenant, 250 000 albums. Alors encore une fois, la solution que je vous présente aujourd'hui, on a bien la conscience d'essayer de ramener l'océan avec une petite cuillère. Mais voilà, ça fait quand même partie de nos tentatives. Donc à partir effectivement de cette base BIP, déjà nous allons faire un bond quantitatif et qualitatif aussi, puisqu'on va travailler à produire ce qu'on appelle, nous, le catalogue, c'est-à-dire notre base de données de référencement, avec un prestataire privé. C'est la première fois avec donc ce prestataire Kantar. Alors, effectivement, il y a tout le reste. Et par le biais du dépôt légal du web, nous allons effectivement tenter de collecter, notamment sur cette plateforme qui est YouTube, qui maintenant est... Alors, il y a effectivement de plus en plus d'alternatives, mais qui devient la première forme d'écoute musicale. C'est quand même par YouTube. Donc, jusque-là, le dépôt légal du web s'était vraiment employé à travailler plutôt sur toutes les données textuelles, et nous venons de pouvoir collecter et surtout restituer tout ce qui est éléments vidéo. Donc, voilà, une porte s'ouvre pour nous. Et c'est sûr que la voie du dépôt légal du web et de la collecte de certaines plateformes, et à commencer par YouTube, va nous amener aussi des contenus et renseigner aussi sur les usages et sur les modes de production de la musique, ce qui est très important aussi. Donc voilà, à partir de ces différents partenariats, nous allons donc là aussi
tenter de relever ce défi du signalement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais donner le chiffre, seulement 7000 CD entrent à la BNF, ils sont catalogués à la main, de manière extrêmement précise, comme vous le faites aussi, par des bibliothécaires qui se sont spécialisés. Et donc, tout ça est très artisanal, mais a produit donc cet énorme référencement. Il y a un vrai défi du référencement aujourd'hui, et c'est intéressant de voir que la chaîne des acteurs, dans cette chaîne de valeur, est un petit peu... on rebat un peu les cartes, et une institution publique peut donc s'allier aussi avec d'autres partenaires, et peut-être apporter aussi, par le biais notamment de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les ISNI. Ce sont des identifiants, les ISNI, des auteurs, des créateurs. C'est quand même le but de rémunérer ces auteurs et ces créateurs. Donc voilà, on a tout un ensemble de formats qui nous permettent de produire cette bibliographie nationale française, et que vous pouvez éventuellement récupérer dans les médiathèques publiques pour donc référencer la musique et la proposer et l'identifier donc par le biais des recherches diverses et variées de tous les usagers. Donc voilà, ça c'est un vrai débat sur comment référencer, comment bien identifier, et sur la question des formats à déposer aussi. Donc ce que nous avons tenté d'obtenir des distributeurs, puisque c'est eux qui vont être nos intermédiaires, c'est un format le plus qualitatif possible. Donc pas du MP3, mais un format FLAC qui permet donc beaucoup de déclinaisons et une conservation optimisée, même si elle est un petit peu plus volumineuse. Voilà, alors le défi de la conservation, il est titanesque pour nous, hein. C'est vrai que ça nous amène à conserver donc, dans des serveurs extrêmement protégés, sur des sites tenus secrets, sur plusieurs sites. La BNF a bien sûr un site à Tolbiac, dans le 13e arrondissement, mais nous avons aussi des sites de préservation de ces serveurs à plusieurs dizaines de kilomètres de ce site principal. Donc là aussi, toute une problématique de qu'est-ce que c'est que, je l'évoquais rapidement, qu'est-ce que c'est que la conservation numérique pérenne. Et bien, en fait, pour le moment, nos moyens de conservation, ça va être de revenir à de la bande, les fameuses bandes LTO, cette technique qui évolue beaucoup, qui fait qu'on migre sans arrêt ces données numériques sur des bandes qui remigrent, et on est dans ce qu'on espère être une forme d'éternité numérique. Qu'est-ce que ça signifie ? On est autour de 70 ans pour la conservation de ces bandes. Donc là aussi, c'est un vrai défi. Et il y a certes des collectionneurs qui tentent cette conservation personnelle, mais à l'échelle de ce que ça représente au niveau international et de la technicité qu'il faut avoir, et du coût que ça représente, parce qu'on est en train de plus en plus d'évaluer, et peut-être que le coût numérique ce sera supérieur au coût physique dans quelques temps. Voilà, c'est des vrais enjeux pour nous. On a un énorme coffre-fort numérique qu'on mutualise pour d'autres établissements, d'ailleurs, sur d'autres, le Centre Pompidou par exemple. Et nous sommes avec l'enseignement supérieur, qui a aussi beaucoup de données à conserver, les établissements qui tentons d'avoir ces coffres-forts absolument exceptionnels et extrêmement coûteux, y compris en développement. Donc le partenariat, c'est un mois important pour nous, parce que nous avons constitué cette chaîne. Alors la première chaîne d'entrée des documents numériques à la BNF, c'était bien sûr les e-books. Mais les e-books, ça représente 4-5% du marché. Pour la musique, on est bien au-delà de ça en termes de production et d'usage. N'empêche que ça a tracé la voie, et donc nous allons, à partir de ce mois-ci, rentrer ce qu'on appelle en production, c'est-à-dire que le premier document dématérialisé, donc en fichier FLAC, va faire toute une trajectoire pour l'entrée, pour le référencement, la fabrication, donc avec les fameuses métadonnées qui sont absolument essentielles pour décrire donc ces objets, ces fichiers dématérialisés. Les fichiers vont nous arriver par l'intermédiaire de Kantar, qui va donc les collecter auprès des distributeurs. Et pour le moment, nous avons fait des expérimentations, puisqu'il n'y a pas encore de décret qui encadre et qui oblige. Donc des expérimentations avec des conventions. Donc avec Idol, qui est un distributeur de labels indépendants. Et donc, nous avons déjà des résultats, 3000 albums qui sont entrés et qui vont faire toute cette chaîne jusqu'à donc cette conservation et la rediffusion sous forme donc dématérialisée dans les espaces de la bibliothèque. Uniquement, là aussi, on revient à du physique, une collection qui n'est bien sûr qui ne sera jamais accessible à distance, en tout cas
pas dans l'état actuel ni de la technique ni du juridique, puisque tous ces documents sont sous droit. Donc on revient à l'emprise de la bibliothèque, même si on est sur effectivement des flux totalement immatériels. Alors je suis allée présenter ça avec Pierre. Nous nous déplaçons dans les lieux importants pour la filière musicale, au Midem par exemple en juin. Et à l'issue de la présentation de ce dispositif, Universal Music a déclaré son intérêt. Et puis après, dans la presse, on a découvert qu'Universal avait tenu secret ce désastre donc, de ces entrepôts qui ont brûlé. Et on s'est dit que finalement, la prise en compte de ce patrimoine et de ce souci était peut-être liée au fait que le patrimoine physique, ils avaient vu eux-mêmes la destruction d'un patrimoine physique. Mais nous avons quand même du mal à convaincre. Alors nous tentons d'expliquer. Nous étions au MAMA la semaine dernière. Et c'est vrai que le but, c'est pour nous d'avoir le maximum d'expérimentateurs. Donc je me tourne vers Believe, ça fait un petit moment qu'on en parle. Effectivement, Universal, ce serait 32 000 albums par an, par exemple. Believe, c'est beaucoup plus. Et donc, la chaîne est prête. Donc, voilà, on peut effectivement tout à fait... Je vous prête mon bureau pour signer tout à l'heure. Voilà. Et donc, les conventions sont prêtes. Encore une fois, ce sont des expérimentations, tant qu'il n'y a pas de décret officiel, qui est actuellement toujours en discussion. Mais voilà, c'est effectivement une petite cuillère. Mais c'est un début et en tout cas on espère pouvoir encore développer ces expérimentations. Donc vraiment c'est l'idée que les distributeurs qui fournissent effectivement déjà à Kantar et aux plateformes les fichiers et les données puissent les transférer. L'intermédiaire c'est donc Kantar et ce qui est assez magique, mais tout ça reste à expérimenter de près, c'est que donc les fichiers arrivent et les métadonnées, par le biais de nos développements informatiques, créent les notices automatiquement. Donc les notices descriptives, qui sont extrêmement riches, qui nous apportent beaucoup de données sur des secteurs musicaux qu'on couvrait beaucoup moins bien. Il y avait un tropisme sur la musique classique, par exemple, à la BNF. Là, nous avons beaucoup plus de richesse sur les musiques urbaines, les musiques du monde. Donc un enrichissement avec donc cette génération des notices et c'est une vraie mutation de nos métiers aussi. Ça nous concerne peut-être plus au niveau professionnel, mais il y a une vraie évolution des métiers sans doute, et ça inquiète beaucoup nos collègues catalogueurs, on les appelait comme ça. Est-ce qu'ils vont devenir des qualiticiens, c'est-à-dire qu'ils vont juste vérifier la qualité des notices? Enfin voilà, ça bouscule aussi beaucoup la profession. Oui, Guillaume, j'allais vous donner la parole, mais avant que vous la preniez, je voulais vous poser une question. Vous pourrez faire les deux. C'était justement, tout à l'heure, vous avez évoqué le rôle des collectionneurs, des particuliers, parce que là, on vient de voir la démarche d'une institution, et justement, quelle peut être la place des individus par rapport à ça. Est-ce que parce qu'évidemment, un individu, on a parlé des moyens un petit peu extrêmement importants qui sont mis en œuvre, mais est-ce que sur des niches, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un rôle que vont tenir certains individus ou certaines associations, enfin c'est une structure plus petite en tout cas? Ouais, alors c'est pas forcément mon rôle de dire quel doit être le rôle des individus, surtout comme je l'ai dit, ces collectionneurs souvent s'organisent déjà. Enfin, une partie des collectionneurs peuvent être. Vous parliez avant la table ronde, vous parliez du fait que vous récupériez ici des dons de collectionneurs qui avaient une collection personnelle. Mais dans les cas auxquels je faisais référence, c'était pas non plus le peer-to-peer avec ce côté un peu inconscient du partage et de l'entretien de collection. Mais par exemple, il y a des blogs qui historiquement ont fait un travail de notice. Je pense à un blog par exemple qui s'appelait Mutant Sound qui numérisait des disques rares et puis faisait tout un travail de notice, de notes de pochette, de deuxième type de notes de pochette presque. Et souvent, c'est des collectifs qui animaient. Il pouvait y avoir des personnes toutes seules, mais il y avait des collectifs qui animaient ces blogs, s'échangeaient les choses, etc. Donc déjà, ça peut être des collectifs. Ensuite, leur place par rapport aux acteurs publics. Moi, j'ai une anecdote personnelle, c'est que ma culture musicale, elle s'est faite par une médiathèque, mais vraiment quand j'étais tout jeune, quoi, 12-13 ans. Ou un conservateur, ou un bibliothécaire plutôt, le mot exact serait bibliothécaire, avait décidé, dans cette médiathèque en particulier, d'avoir une collection très précise en musique électronique. Donc il y avait un énorme stock, et ça donnait, d'ailleurs j'ai un copain qui vient de la même ville que moi, donc c'était à Blois, et il a
J'ai fait un label indépendant, il a aussi fait un label indépendant, parce que tous les deux, quand on était très jeunes et qu'on savait pas quoi faire en attendant le bus, on allait à la médiathèque et on a fini par écouter très jeune toute la musique électronique expérimentale parce que c'est ce qu'il y avait à faire. Donc c'est pour dire que en fait il n'y a pas non plus forcément d'opposition à faire entre l'institution et les usagers, mais il y a plus une dynamique qui peut se faire entre les deux en fonction des parcours des bibliothécaires, en fonction du fait que les bibliothécaires sont plus ou moins inscrits dans des communautés locales. Je pense que c'est le cas ici et qu'il y a des gens qui... j'ai vu que c'était la fin de votre budget d'acquisition il y a pas très longtemps, et donc je voyais les photos des discothécaires d'ici qui allaient acheter chez les disquaires indépendants les disques à conserver pour le fond. Bon, bah, typiquement, là, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu organique qui se passe. Donc, cette forme-là, par exemple, est intéressante. Ensuite, pour répondre à votre question et pour rebondir sur la présentation et sur la question du catalogage, par exemple, c'est vrai que moi, c'est vraiment là-dessus que je mettrais l'accent sur ce que peuvent faire pas seulement les collectionneurs, mais les amateurs. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis vraiment sidéré par l'érudition et la qualité du travail qui est faite par des gens qui sont considérés comme des publics de la musique. Et la pauvreté des plateformes. Et alors j'y viens. Donc en fait, ma thèse commence sur quelque chose qui se passe à la BNF, où il y a un groupe de recherche qui s'appelle Doremus, dont vous avez peut-être entendu parler, qui travaille à la BNF sur l'harmonisation des catalogues entre BNF, Radio France et Philharmonie de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'étais invité par un chercheur qui s'appelle Dominique Cotte, qui est malheureusement disparu depuis à cette réunion. Et là, je découvre ce fantastique de projet de compilation des bases de données de 3 institutions. Ou d'alignement. Enfin. Et alors, je découvre que ces bases de données sont vraiment spectaculaires de richesse et de précision, et que c'est pas du tout nom d'artiste, nom d'album, etc. Mais qu'il y a l'interprétation, la version, quelle version a été masterisée en quelle année. Donc c'est un catalogue extrêmement riche. Et dans cette réunion, il y avait le directeur de la Search et Discovery à YouTube, donc la personne qui s'occupe des algorithmes de recommandation, qui était invité à discuter, et qui voit ça, et qui dit non mais nous on est Google. En fait, il montre son modèle, il dit nous on est Google, donc on agrège les données de Google, les données de YouTube, les données dans les vidéos en analysant les images, les données du son, les données de ce que vous dites sur les vidéos. On mélange tout ça. Et en fait, non mais là, c'est beaucoup mieux ce que fait la BNF en termes de précision des catalogues et de recommandations, etc. Donc ça me fait un effet bizarre, du coup, ce qui se passe là sur la musique numérisée, où en fait, j'ai l'impression que vous êtes obligé d'aller voir des acteurs privés pour récupérer les données et puis vous demander ce que vous allez pouvoir faire dessus. Et alors que effectivement sur des patrimoines plus anciens et certains genres musicaux, c'est tout l'inverse. Tout à fait. Après, c'est par rapport à la masse. Comment traiter cet afflux encore une fois, on a des équipes on est un établissement public du secteur culturel. Vous n'ignorez pas qu'il y a une maîtrise des dépenses publiques qui forcément ont un impact sur les ressources humaines dans ces établissements. Donc, nous, pour vous couper un petit peu, un catalogueur, il va faire 3 disques par heure, maximum. Oui, et il est pas mal. Oui. Bon. Parce qu'effectivement, il y a une richesse. Nous, notre richesse, c'est vraiment sur l'identification des créateurs, des musiciens, des auteurs. Mais il faut quand même pas négliger il y a aussi des spécialistes de la donnée, et Kantar en est un, en tout cas, qu'on a trouvé. Et on a vraiment croisé nos grilles d'analyse. Ça a été un long travail, et sans doute le travail le plus intéressant, le plus riche, qu'on espère effectivement pouvoir même faire revenir sur la filière musicale, parce qu'effectivement il y a quand même une pauvreté sur les plateformes qui est étonnante. Ou alors est-ce que c'est une... Après ça, je pense que Sophie, on pourra en parler largement sur le travail des métadonnées, mais juste pour le point financement. Donc il y a une semaine, j'étais avec un groupe de chercheurs qui faisait un atelier sur la musique et l'intelligence artificielle, et il y avait des gens de Spotify, Microsoft, tout ça. Et un des principaux chercheurs internes à Microsoft. En fait, personne, déjà, il y avait des gens du monde entier, États-Unis, Angleterre et tout ça, personne ne connaissait tout le monde était un peu surpris par le fait qu'il y ait une culture publique
de la musique en France aussi forte, et que du coup il y a une culture de ce que je racontais sur les médiathèques, etc. Donc bien sûr ça existe aux États-Unis, mais dans l'imaginaire des gens qui aujourd'hui développent des plateformes, c'est pas une question de savoir par exemple qu'est-ce qu'on perd quand on fait un algorithme de recommandation qui enlève les critiques autour de la musique. Ce qui est forcément en France, il y a une symbolique de ça beaucoup plus forte. Et ce chercheur chez Microsoft me disait, mais je comprends pas ce qui s'est passé, parce que avec pas beaucoup d'argent, ça aurait pu être l'argent de la licence globale, etc. Enfin, pour moi, les médiathèques, en plus, ça rentrait déjà un petit peu dans la loi, avec l'usage, les systèmes de fair use aux États-Unis. Donc, ils ont ça qui est un peu plus large, mais c'est-à-dire le droit d'écouter un morceau un certain nombre de fois. Et ce qui va avec le droit du prêt dans les médiathèques, etc. Il y avait tout un débat aussi que Sophie en connaît bien sur est-ce que écouter de la musique en ligne, ça rentrait dans le prêt d'un morceau ou pas. Avec le contexte juridique, avec le fait que en fait, nos modèles, même chez Microsoft et mes collègues de Spotify, franchement, ça coûte pas si cher à faire. Vous avez les meilleurs ingénieurs dans les écoles publiques en France. Vous auriez pu faire Spotify à notre place. Voilà, là on débat de comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de culture sur les plateformes et faire des choses moins pauvres, mais vous aviez la solution depuis le début, quoi. Donc c'est intéressant de voir, comme la personne chez YouTube, d'avoir ces acteurs privés qui disent en fait elle est à portée de main, cette culture publique et même ces usages, en fait. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de radicalement impossible, il me semble. À part que nous on est dans la culture de l'open data, et la donnée se monnaie maintenant. Malgré tout. Pour prolonger, la question de la profondeur des données, enfin de la profondeur de tout ce qui accompagne le son sur les plateformes d'écoute aujourd'hui, c'est un débat qui nous occupe, qui nous intéresse nous, mais moi la réponse qu'on me fait gentiment quand je pose la question à l'ensemble des plateformes, c'est oui, mais ça va compliquer l'expérience utilisateur de la majeure partie de nos utilisateurs. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, Spotify ou Deezer ou Apple Music, il y a des gens en interne qui aimeraient bien avoir, ne serait-ce que l'année de publication, l'année de réédition, etc. Enfin, avoir un peu, ne serait-ce que vraiment le niveau zéro de la donnée. Hein. Je ne parle pas d'avoir des choses plus profondes que ça. Il y a des gens que ça intéresserait, mais globalement, leur business, c'est de faire écouter de la musique à monsieur, madame, tout le monde, et ils considèrent que monsieur, madame, tout le monde, ça les intéresse pas du tout, tout ça, et donc c'est pas la peine de d'encombrer l'ergonomie des plateformes. Spotify, par exemple, pour un exemple extrêmement concret, il y a quelques temps, il y a un an, un truc comme ça, Spotify avait fait un pas vers plus d'accès à la métadonnée. Encore une fois, on n'allait pas très loin. On avait, par exemple, le producteur du morceau. On avait, vraiment des trucs pas trop foufou. On n'avait même pas de studio. On avait genre qui a produit ce morceau. Ça, à peu près tout. Ils avaient fait. Alors, il fallait faire un clic droit. Après, on allait dans une sorte de menu. Et là, en plus, c'était aux utilisateurs de compléter les choses. C'est-à-dire qu'on paye pour écouter la musique sur Spotify. Et il fallait en plus rajouter nous-mêmes les métadonnées. Tout ça a duré pas très longtemps et ça n'a pas été extrêmement concret. Et pour l'instant, ça s'arrête là parce que ça les passionne pas, parce que c'est beaucoup de travail et après il faut les maintenir, les métadonnées, il faut donner accès, etc. pour un résultat que les plateformes considèrent aujourd'hui comme pas forcément très utile. Alors Jean-Christophe pourra compléter. Par contre, du côté des labels, pareil, c'est compliqué d'avoir une réponse noire ou blanche, parce que pareil, au sein d'une maison de disques, les plus grosses comme les plus petites, il y a des gens qui ont cette conscience-là. Mais on a vu que Universal, qui pourtant a un patrimoine gigantesque, alors au-delà même de l'incendie où ils ont perdu énormément de masters, Universal va souvent, j'imagine à la BNF ou en tout cas chez Radio France, en disant ouais, est-ce que vous auriez 45 tours de ce truc, parce qu'en fait on l'a perdu, on ne sait pas où il est. On sait qu'on l'a, on sait qu'il est quelque part, mais en fait on ne sait pas où il est. Et on voudrait faire une réédition de Robert Charlebois. Je ne parle pas de trucs très compliqués, mais on voudrait faire une réédition d'un artiste super connu, mais en fait on a perdu ce morceau-là, on ne sait pas où il est, on a perdu le master, on n'a même plus le 45 tours, donc ils font des rééditions à partir de disques du commerce
que Radio France a, parce qu'ils en achetaient à une époque beaucoup, donc ils ont encore des versions sous cellophane, etc. Donc tout ça marche bien, mais voilà, on voit bien que au sein même d'une maison de disques, voilà. Mais par contre, je sais que c'est dans les négociations tous les 3 ans. Les accords de licence entre les maisons de disques et les distributeurs aussi, j'imagine, sont renégociés. Là, en ce moment, en plein dedans, en tout cas pour Spotify, peut-être Deezer aussi. Et on met sur la table des choses. Mais très clairement, la question de l'accès aux métadonnées, il y a une demande des labels, mais c'est pas dans le top 10 des choses qui sont négociées. C'est un peu le nice to have, comme on dit dans le marketing, c'est-à-dire si on a 5 minutes pour en parler, on va le faire, mais vraiment voilà. Donc on est quand même dans un moment où il faut pas attendre grand-chose des plateformes et il faut pas pour vous démoraliser encore un petit peu plus sur ce côté-là, on va même probablement voir un appauvrissement encore des plateformes parce que on voit ces 6 derniers mois les plateformes qui sont en train de modifier leur ergonomie pour accueillir l'hyper grand public, un public de radio, un public très passif vis-à-vis de la musique, qui reçoit la musique, qui va pas vers la musique, qui peut aller vers la musique sur un artiste ou sur un genre, etc., mais globalement sur un public de radio. Et donc on a une ergonomie qui se transforme pour ce public-là, ou qu'il faut prendre par la main, qu'il faut donner, il faut lui faire des playlists, etc., etc. Et donc, toutes les préoccupations d'un public plus avancé dans ses écoutes passent au second plan. C'est un peu c'est encore naissant, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on ne va pas du tout dans le sens d'un enrichissement des plateformes, à mon sens, en tout cas les plateformes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, peut-être que ça va, en regard de ça, laisser de la place à une plateforme. Est-ce que Bandcamp, par exemple, pourrait changer un peu de modèle, changer un peu s'élargir, etc., passer au streaming, parce qu'aujourd'hui c'est une sorte de streaming un peu bizarre. Peut-être qu'il y a de la place dans le monde pour une plateforme qui agrégerait les publics un petit peu plus motivés. Mais le problème, c'est que quand on voit l'économie, je finis avec ça, mais quand on voit l'économie d'une plateforme de streaming, le coût, l'accès aux licences, l'accès aux serveurs, etc., le coût financier pour faire tourner une plateforme de streaming, il faudrait réussir à agréger les publics intéressés dans tous les pays du monde pour que financièrement une plateforme comme ça puisse tenir. Donc on est comme ça dans une problématique qui est voilà. Mais en tout cas, les plateformes ne vont pas s'enrichir, à mon sens, dans les années à venir. Jean-Christophe Mercier, je sentais que vous vouliez dire, puis Samuel après. Écoute, merci beaucoup, mais je crois que j'ai plus rien à dire en fait. Bon, alors Samuel. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. On a constaté, nous, dans nos catalogues, on a une partie de producteurs, de labels qui font ce qu'on appelle vulgairement ou normalement du domaine public, voilà. Et avec la problématique du domaine public, en fait, c'est que le domaine public, par essence, tout le monde peut potentiellement commercialiser le domaine public. Et donc, on a vu tout et n'importe quoi sur du domaine public. Il y a des choses très intéressantes qui ont été faites par un nombre très limité d'acteurs, et il y a des choses catastrophiques qui ont été faites par un nombre illimité d'acteurs. Les plateformes ont commencé à réagir, avant même le streaming, les plateformes et notamment iTunes a commencé à réagir très fermement par rapport à ça, puisqu'en fait, sans parler d'enregistrement obscur, même sur des références, des gros classiques tombés dans le domaine public, il y avait une multitude de fois le même titre dans des qualités d'enregistrement totalement dégueulasses qui étaient présentées et qui, du coup, au dire de la plateforme, et je peux l'entendre quelque part, était en termes de parcours consommateur quelque chose contre lequel elles souhaitaient lutter. Elles ont voulu à un moment faire du rangement là-dessus. Alors elles se sont rangées derrière le choix éditorial du magasin, qui est de refuser purement et simplement certains, de commercialiser, de prendre dans son magasin, qui n'est ni plus ni moins qu'un espace de vente dématérialisé, de refuser d'exploiter certains types de catalogues. On a eu des consignes très très claires aujourd'hui, et la BNF d'ailleurs, puisque on a passé un partenariat avec la BNF sur la numérialisation et la mise à disposition sur ces plateformes d'une bonne partie du catalogue, probablement pas l'intégralité. 48 000 vinyles. Exactement. La BNF en a souffert aussi, puisque je pense qu'on a dû commencer peut-être en 2012, je ne sais pas exactement, parce que je n'étais pas vraiment au cœur du sujet.
Et à une époque où les plateformes commençaient à être sensibles sur cette question du domaine public, étaient encore permissives. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Il y a des plateformes, notamment iTunes et Spotify, qui refusent, dès que l'artiste est déjà un minimum identifié, ils ont des listes noires, très concrètement, d'artistes sur lesquels ils disent non, ok, j'ai déjà, et donc à moins que tu me prouves que tu as un enregistrement ultra spécifique de tel ou tel titre, etc., des heures et des heures de discussion, je n'accepterai pas ce contenu, et potentiellement, si tu me le livres quand même, tu seras mal noté. Voilà. Donc, il y a une véritable volonté. On peut encore continuer à livrer du patrimoine qui n'a jamais été rendu disponible sur cette plateforme, mais là, on rentre dans une logique commerciale qui est, en fait, nous, on est une société privée, effectivement, et rendre disponible des références qui n'ont jamais été disponibles et qui, a priori, ont, en plus, dans l'économie et dans la logique de rémunération du streaming actuel, qui est une rémunération basée sur la répétition, sur la fréquence, ce sont des catalogues qui ont des intérêts commerciaux quand même globalement limités, et je pense que je suis gentil quand je dis globalement limité, mais on est bien d'accord que l'intérêt du patrimoine, il n'est pas uniquement commercial, sinon il n'y aurait pas de solution. Et donc pour moi, il ne faut pas compter sur les plateformes aujourd'hui telles qu'elles existent pour faire ça. C'est évident, quoi. Je vais préciser que, outre les fichiers et les métadonnées, nous collectons les livrets et les pochettes. Donc ça aussi, ça a été tout un débat. Ça, c'est vraiment des matériaux d'accompagnement qui intéressent beaucoup les chercheurs 50 ans après. Voilà, et nous ne voulions pas perdre ça. C'est très difficile de les obtenir. On ne les aura pas systématiquement. Là aussi, c'est une approche plus large de la musique. On commence à voir apparaître les paroles sur les plateformes. Voilà, ça c'est des éléments que nous voulions absolument, que nous allons tenter d'obtenir. Je précise aussi que là j'ai parlé vraiment de flux. Alors encore une fois par rapport à l'ampleur de la production mondiale, puisque le dépôt légal c'est tout ce qui est accessible à un public français. Donc ça n'est pas évidemment que ce qui est produit. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste français d'ailleurs, on ne pourrait pas le définir. Donc c'est toute la production mondialisée qui est diffusée sur le territoire français. Donc c'est absolument énorme. Donc là, c'est un mode d'entrée par flux qu'on espère le plus massif possible, dans toutes les limites que je viens d'exposer. Mais il y aura aussi la possibilité de déposer à l'unité. Et les collectionneurs du numérique, certains commencent à s'adresser à nous. Et donc, qu'on puisse aussi faire entrer des fichiers collectés sur des disques durs. Certains nous apportent des disques durs. Tous les moyens sont bons. D'ailleurs, nous, on prend... J'en ai un pour vous, si vous voulez. Voilà, tout à fait. Effectivement, on avait un collectionneur de musique électronique. Et parce que l'ironie, c'est que c'est une collègue qui s'appelle Maria Erickson qui écrit ça dans un livre sur Spotify. C'est que Spotify s'est notamment construit avec une base de données qui appartenait à une boîte qui s'appelle GraceNote. Et GraceNote, c'était des gens qui avaient constitué une base de données collective gratuite. Voilà, et c'est devenu une boîte, et ensuite ça a été racheté par Spotify. Donc en fait, ce travail de collectif et autonome, si ce n'est public, il a été capitalisé par des entreprises privées. Donc ce serait assez logique, effectivement, que des acteurs publics puissent s'appuyer sur ce type de travail. Oui, parce qu'ils ont souvent, effectivement, eux-mêmes des bases de données qu'ils ont imaginées, inventées, ils ont réinventé des classements. Donc tout ça nous intéresse, je lance un appel. Effectivement, on pourra déposer. Et puis il y a tout ce phénomène d'auto-édition, puisque quand même le numérique, c'est aussi une liberté de création, une créativité incroyable. Là on est très pessimiste depuis le début de cette table ronde, on est un petit peu plombant, mais c'est aussi une éclosion comme ça de création avec des moyens numériques qui favorisent cette création. Et donc l'auto-édition reprend des lettres de noblesse, et nous revendiquons de faire entrer aussi effectivement un petit label ou du fin fond de Blois, je ne sais pas quel département, mais on a des exemples en Picardie notamment. Voilà, on peut tout à fait, et on pourra par ce dépôt à l'unité faire aussi rentrer des toutes petites productions.
Alors je crois que Samuel voulait intervenir depuis un petit moment là, et puis après, enfin, je vous coupe un peu, mais je vois qu'on passe sur les questions un petit peu de valorisation et de médiation du patrimoine, parce qu'on a beaucoup parlé de la collecte. Donc Samuel. Non mais alors je suis entièrement d'accord sur le fait qu'effectivement on ne peut pas compter sur les plateformes pour sauvegarder le patrimoine musical. Je pense que c'est un fait avéré. Cela dit, il faut quand même remettre ça dans une perspective historique. C'est à quel moment de l'histoire humaine en fait on a pu compter sur l'industrie musicale ou autre, les industries culturelles, pour conserver leur patrimoine. Je veux dire, c'est pas, fondamentalement, ils le feront jamais et c'est normal. S'il n'y a pas des mobilisations, encore une fois, d'acteurs publics ou privés qui sont intéressés à justement constituer et documenter des collections, il se passera rien. Et le fait est que, en fait, qui peut faire le patrimoine aujourd'hui ? C'est la BNF, c'est des amateurs, c'est des collectionneurs privés, etc., etc. Mais je voudrais revenir simplement sur la question, parce que je me suis senti un peu interpellé des usages et des publics de ces plateformes. Vous avez dit qu'elle visait un nouveau public plus éloigné finalement de l'amateurisme. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est à remettre un peu en perspective. Alors, il y a deux manières de faire. D'une part, en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment évolue le business model justement de ces plateformes et leur stratégie commerciale. Et le fait est, et ça, c'est assez documenté par mon collègue Jean-Samuel Bescar, par exemple, qui a travaillé avec moi beaucoup sur les industries musicales, par un chercheur américain qui s'appelle Nick Seaver, par exemple, aussi. On est dans un monde où en fait, et c'est assez récent, ça fait quelques années, le principal critère que mobilisent désormais les plateformes de l'industrie musicale, mais de l'industrie audiovisuelle, Netflix, etc., pour mesurer leur succès, c'est plus de savoir si vous avez aimé ce qui vous ont servi, c'est de savoir si vous êtes resté. Donc en gros, Netflix, ils veulent pas savoir si vous aimez les séries qu'on vous propose. Ils veulent savoir est-ce que vous continuez à les regarder. Et Spotify, ils veulent plus savoir est-ce que vous notez bien les musiques qu'ils vous passent. Et ils veulent savoir est-ce que vous continuez de rester sur ma plateforme. Et on est dans une course à l'attention où en fait, ce qu'on veut, c'est capturer les clients, capturer les utilisateurs. Et on mesure la réussite là-dessus. Et quand on considère que leur stratégie, c'est ça, il faut comprendre que les dispositifs qu'ils mettent en œuvre, c'est des dispositifs qui ont pour objectif, justement, à terme, de capturer complètement les clients, avec des choses qui sont de l'ordre du fantasme, on veut faire c'est ce que voulait Spotify il y a quelques années, je ne sais pas s'ils ont complètement abandonné cette idée-là, on veut arriver à faire, en gros, des logiciels qui jouent de la musique sans même que vous ayez besoin de demander. En gros, simplement, on va deviner dans quelle ambiance vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de jouer à ce moment-là, et on va vous servir cette musique-là, et en fait, on deviendra complètement indispensable à votre vie. Quand je dis que c'est de l'ordre du fantasme, c'est de l'ordre du fantasme parce que quand on regarde un petit peu les données, et c'est ce qu'on a fait justement avec Jean-Samuel en travaillant sur des données d'usage, d'un échantillon d'utilisateurs d'une plateforme de streaming musical, on se rend compte qu'en fait, l'usage autonome de la plateforme, c'est-à-dire en fait, on travaille sur sa propre collection de musique, on va chercher les artistes qui nous intéressent, etc. On a réussi à reconstituer ainsi les parcours d'utilisateurs. C'est les usages qui sont majoritaires. Et en fait, les usages de la plateforme sous forme de radio, ils sont plutôt minoritaires dans ceux que l'on constate encore aujourd'hui. Donc en fait, l'autonomie des usagers, elle est toujours grande. Et l'autre chose, c'est que finalement, je pense que, et c'est ce que montrent les enquêtes qu'on peut faire sur la façon dont on écoute de la musique, l'opposition, elle est moins entre des usagers qui seraient passifs et des usagers qui seraient plus actifs que, en fait, entre des contextes et des moments pour les mêmes usagers. C'est-à-dire que tous, alors à des degrés divers, mais tous parmi nous, on a des moments où on écoute de la musique de façon plus ou moins attentive, parce que en fait des fois on en écoute dans la voiture et il y a des klaxons, les enfants derrière, etc. Et des fois on en écoute à la maison et on veut être concentré, et des fois c'est dans des concerts, et des fois c'est à une soirée, et finalement peu importe la musique qui passe, tout ce qui importe c'est qu'elles permettent de danser. Et en fait c'est les contextes qui sont différents plutôt que les publics. En soi. De ce point de vue-là, quand on étudie un petit peu justement la façon dont, chez un usager unique, en fait, individuel, l'écoute évolue, on constate qu'il y a des variétés énormes dans alors les modes de choix, mais aussi les modes matériels d'écoute. Et là, je vous renvoie, il y a une thèse qui va être soutenue très bientôt par Quentin Gilliot, là, dans une semaine, sur l'expérience des biens culturels
en régime numérique, et il montre qu'en fait, on est dans un régime hybride dans lequel, effectivement, une bonne partie de la consommation se fait sur du streaming, sur de la consommation en ligne. Mais alors, mesurer précisément laquelle, c'est très compliqué, parce qu'en fait, quand on compare le streaming au bien physique, quand on compare les chiffres, on compare des chiffres de flux à des chiffres de stock, parce qu'on oublie que en fait, les CD, c'est pas juste les CD qu'on achète à une année donnée, c'est la bibliothèque de CD qu'on a chez soi, et en fait, on peut les réécouter au fur et à mesure. Mais quand on regarde vraiment comment font les usagers, on constate qu'ils passent beaucoup en fait d'un contexte à l'autre, que des fois ils utilisent plus Spotify ou Deezer pour des playlists à des moments donnés de la journée, et puis plus la collection personnelle pour des choses auxquelles on est véritablement attaché. On a des discussions par exemple avec des collègues québécois qui travaillent là-dessus et qui constatent que la musique francophone québécoise, c'est 50% des ventes de CD physiques et c'est 1% des écoutes de streaming. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'écoute pas du tout en streaming, la musique française québécoise, mais ça veut pas dire qu'elle francophone, pardon, québécoise, mais ça veut pas dire qu'elle s'écoute pas. Elle s'écoute avec d'autres matérialités. Donc, enfin voilà, juste pour dire, voilà, c'est plutôt au niveau de intra-individuel qu'il faut comprendre ces distinctions plutôt qu'au niveau inter-individuel, à mon sens. Alors sur la question justement de la valorisation, de la médiation de ce patrimoine. Je reprends deux choses que vous avez dites l'un et l'autre tout à l'heure. Enfin, vous avez parlé de la facilité de votre grand-père, là, en disant enfin, que ce qui faisait patrimoine, c'était qu'on le retrouvait dans un musée. Et puis, vous nous avez cité l'exemple de la médiathèque quand vous étiez adolescent. Et donc, là, à chaque fois, je dirais qu'on se trouve, l'usager, enfin le public, se trouve face à un choix qui est organisé, qui est structuré, qui est commenté. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui office de ce choix qui sont les médiateurs? Est-ce que la playlist, par exemple, aujourd'hui, c'est toujours un petit peu le modèle dominant de la recommandation, ou est-ce qu'il y a d'autres formats qui se mettent en place? Alors, les médiathèques, évidemment, jouent leur rôle dans ce sujet-là, mais comment vous voyez ce secteur-là de la médiation? Parce que, bien évidemment, le public se trouve face à une immensité, à un océan. Vous parliez d'océan tout à l'heure, vraiment un océan de référence. Eh bien, comment fait-il pour naviguer là-dedans? Surtout quand il a... Et nous, on ressent ça tout à fait ici, notre public, c'est vrai qu'il peut être un public un peu particulier, mais qui est un besoin d'appropriation. Un besoin d'appropriation face à une masse qu'ils ne connaissent pas et sur laquelle ils ont besoin qu'on les guide un peu. Ouais, je pense que Samuel aura évidemment plein de choses à dire là-dessus. Moi, les choses dont je peux parler, c'est d'une part cette idée de comment se repérer face à l'hyperchoix. C'est une figure très particulière de l'individu qui a envie d'écouter de la musique, qui est notamment liée à la manière dont les plateformes de streaming ont réussi à vanter leur propre intérêt, qui en fait a trouvé une grosse résonance chez les intellos, les journalistes et les chercheurs, parce que ça leur correspond bien. Mais moi, mes premiers travaux, quand je me suis intéressé à ça, qui n'étaient pas forcément des travaux sociologiques, mais qui consistaient justement à voir comment les plateformes mettaient ça en avant, c'était de dire, en fait, l'idée qu'on aurait un désir de musique qui serait là en permanence, et que le fait qu'il y ait énormément de musique qui circule dans l'espace public se traduise en sentiment d'un devoir être au courant ou devoir s'y repérer, c'est vraiment, c'est une vision particulière de la manière du fait qu'on aurait envie d'écouter de la musique tout le temps et on aurait trop de choix. C'est pas forcément, voilà. Donc je pense que tu pourras compléter là-dessus. L'autre chose sur comment on accompagne la musique. Donc j'étais vraiment intéressé quand on a fait cet atelier là il n'y a pas très longtemps. On travaillait avec des gens qui avaient fait des plateformes de streaming, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, et en fait on discutait entre chercheurs spécialistes de ces questions. Et en fait à un moment donné, cette entrepreneuse nous dit mais là vous arrêtez pas de dire recommandation, mais c'est quoi la recommandation? Et puis après on disait c'est de la curation. Elle disait ouais mais c'est quoi la curation? Et en fait, un truc assez intéressant, je trouve, c'est qu'il y a l'idée que la manière dont la musique nous arrive, ça consiste à faire des choix pour nous de quelle musique écouter. Là aussi, c'est une idée particulière de ce que serait la recommandation et la curation. Et
Et en fait, c'est pas uniquement qu'est-ce que je vais écouter, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il y a. Quand j'avais cherché à travailler là-dessus, j'ai dit c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a de la musique à écouter? Qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Pourquoi c'est intéressant? Donc c'est beaucoup plus large que le fait de faire un choix, etc. Donc la figure aujourd'hui de la recommandation, ce qu'on disait avec cette entrepreneuse pour simplifier, c'est qu'on disait alors si la recommandation c'est de la curation, est-ce que ça veut dire que se balader dans une plateforme musicale c'est comme aller à une exposition? Ou est-ce que c'est comme lire un journaliste? Ou est-ce que c'est comme écouter une radio ou un DJ? Et à chaque fois c'est 3 manières différentes de présenter le catalogue et de l'accompagner. Moi, j'ai travaillé sur YouTube. En fait, ça veut dire produire plein de signes autour de la musique qui nous disent que, par exemple, quand la musique elle est mise dans un mashup, ça veut ce que nous dit l'image. Par exemple, quand on met un morceau de dubstep avec les images de Transformers, rien que l'image comme ça nous dit là, c'est du spectacle, c'est des sensations. Reçois ces sensations. Il n'y a pas besoin d'avoir un discours articulé. D'un autre côté, moi, quand j'ai eu l'impression que les blogs que j'aimais bien disparaissaient, que toute cette culture du remix disparaissait, j'ai eu envie de créer cette revue parce que je me disais mais en fait tous ces gens qui écrivent, qui font des débats à longueur de temps sur pourquoi cet album en fait il ressemble à cet album et il est moins bien que tel truc, en fait je vais plus pouvoir les lire bientôt et il faut un espace où on puisse continuer à faire ça même si c'est tout petit et tout et on était assez surpris avec la revue, donc c'est pas énorme, hein, c'est vendu à 1500 exemplaires. Mais quand on l'a lancé, on s'est dit, mais ça concerne personne. Et ça concerne quand même 1500 personnes qui sont intéressées par des textes sans images de 20-25 pages sur une question hyper pointue de où est-ce qu'on en est des variations de la musique afro-américaine par rapport à son histoire, etc. Et donc, je pense qu'il y a plein de types de valorisation. Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Je pense qu'il y en a certains qui sont aujourd'hui très dévalorisés d'un point de vue intellectuel en disant ah bah non c'est les jeunes sur les plateformes, ça compte pas. Mais en fait ce qu'on voit c'est la visibilité de formes de médiation de la musique qui étaient un peu invisibles et cachées auparavant et qu'on trouvait peut-être dans certains fanzines, mais fanzines vraiment au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il y avait une fille ou un garçon qui imprimait dans sa chambre 3 pages sur sa star préférée en réunissant toutes les données qu'elle avait pu réunir, etc. Ou alors quelqu'un qui enregistrait sa cassette en chantant par-dessus la bande. Voilà. Donc toutes ces formes-là, elles deviennent visibles et c'est aussi des formes de médiation de la musique. Et pour avoir un côté un peu optimiste, moi je pense qu'on est dans un moment de pluralisation des formes de médiation. Le seul problème, c'est que les acteurs dominants du marché n'ont pas forcément intérêt à les mettre en avant. Et c'est pour ça que je m'étais intéressé à YouTube, c'est que longtemps, les gens qui s'intéressaient au marché de la musique ne parlaient pas du tout de YouTube, alors qu'il s'y passait plein de choses intéressantes d'un point de vue sémiotique, d'un point de vue des signes, de la manière dont la musique était montrée. Et on voit aussi aujourd'hui un écart un peu bizarre. Là, il y a Pitchfork aussi, qui est un site de référence de la critique américaine, qui vient de dire qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2010. Et en fait, il dit, il y avait Kanye West qui nous parlait sur Twitter, il y avait des gens qui postaient, des gamins d'Atlanta qui postaient des vidéos en train de danser sur des morceaux de rap qu'ils venaient de faire 2 heures avant. Et ça ne concerne pas uniquement la production, mais la manière dont la musique nous arrive. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, en général, à se focaliser sur les grandes plateformes de streaming qui s'inscrivent dans la continuité de l'industrie musicale, plutôt que de voir comment il y a plein de micro-tactiques sur des micro-plateformes qui, au début, restent indépendantes. Puis d'ailleurs, c'est intéressant, en général, quand elles sont rachetées par un gros, ça bouge sur une autre qui est un peu plus petite et on peut plus s'amuser et faire des trucs un peu nouveaux et montrer d'autres manières, d'autres rapports à la musique. Donc il y a plein de formes de valorisation. Il y en a certaines qui sont plus discrètes, mais en tout cas, elles sont là et on n'a pas forcément intérêt. On a intérêt à ne pas en perdre, je dirais, c'est-à-dire à garder de la critique musicale, à garder du catalogage hyper pointu. Et peut-être à se battre un peu avec les plateformes pour qu'il y ait plus de choix dans les endroits. En fait, les plateformes, c'est la télé d'aujourd'hui. On aime bien râler, on se dit, vous pourriez faire un effort et quand même nous mettre une émission en deuxième partie de soirée avec des gens qui parlent vraiment de la musique, parce que ça existait à une époque, à la télévision française, à la télévision britannique, et c'est comme la médiathèque, ça forme des gens et ça crée des vocations inattendues. Donc il faut se battre un peu là-dessus, mais en tout cas, il y a plein de manières de la valoriser. Ouais.
Alors sur la question de l'hyperchoix, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut la remettre en contexte et à la fois social et historique. Là encore, c'est à quel point elle est nouvelle en fait cette question de l'hyperchoix. Le numérique vient effectivement encore une fois exploser le catalogue de musique auquel on a accès, mais c'est ce qu'avait déjà fait le CD, c'est ce qu'a fait la radio avant lui, c'est ce qu'ont fait plein de technologies. En fait, on peut se demander à quel moment, encore une fois, est-ce que on s'est retrouvé dans une situation où les amateurs avaient véritablement l'impression d'avoir fait le tour complet de leur objet d'amateur. Je veux dire, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes dit ça y est, là j'ai écouté toute la musique que j'avais envie d'écouter. C'est bon. Je vais peut-être aller me reposer, me faire un thé. Je pense pas que ce soit le cas. Et en fait, la situation d'hyperchoix, elle est consubstantielle en fait au secteur de la culture, qui se caractérise notamment par une surproduction structurelle. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, il y a toujours plus de culture qui se produit à un moment donné qu'on est capable d'en absorber, en gros. Et il y aura toujours plus d'artistes qui vont produire des choses, et sans doute parmi eux des génies que sans doute dont sans doute on n'entendra jamais parler, parce qu'ils n'auront pas les conditions possibles pour émerger. Donc, dans cette situation, effectivement, de toute façon, il y a il y a une importance considérable de dispositifs d'intermédiation qui vont permettre d'orienter effectivement les gens. Et alors aujourd'hui, dans quel système est-ce qu'on se retrouve ? En fait, finalement, moi j'ai l'impression qu'avec les plateformes de streaming musical, on est dans un système assez ancien, dans un dispositif assez ancien, c'est-à-dire que ce qui domine aujourd'hui, c'est le top 40, à peu près comme dans les années 50. C'est-à-dire, concrètement, si vous regardez, il y a eu pas mal d'études, alors économétriques assez poussées, qui vont mesurer la distribution, donc l'inégalité de la distribution entre artistes de la consommation musicale. Et on constate en gros que sur le marché des biens physiques, auparavant, on était sur une inégalité vraiment extrême, où en gros un tout petit nombre de stars concentrait la majeure partie de l'attention du public, et puis ensuite on a ce qu'on appelle une longue traîne, un très grand nombre d'artistes qui sont assez peu consommés. Et on s'est dit, et ça c'était une des promesses d'ailleurs de l'industrie de l'Internet, on s'est dit avec le numérique on va avoir accès à tout et on va voir s'équilibrer cette distribution. Le constat c'est quoi ? C'est qu'elle a changé de 2%, 3%, quelque chose comme ça. C'est-à-dire on a une toute petite diversification, mais en réalité on est quasiment sur la même situation, c'est-à-dire que globalement, la grande majorité de l'attention du public est concentrée sur un nombre d'artistes extrêmement faible, et ensuite on a un très grand nombre d'artistes qui ont une notoriété intermédiaire. Avec par ailleurs des choses un peu paradoxales, il y a des études du ministère de la Culture qui l'ont montré récemment. Donc le top 40, le fait qu'en fait on va vers ce qui est très populaire, qui est généralement en fait une manière de simplement, parce que ce qui est populaire c'est un indicateur de qualité en fait, c'est-à-dire c'est un indicateur que c'est quelque chose qu'on est susceptible d'aimer parce que plein de gens qui nous ressemblent l'aiment aussi. Alors évidemment si on est un peu amateur de musique, on va se dire que le top 40 c'est au contraire un indicateur de choses qu'on ne va pas aimer, mais en fait on fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va aller voir le top 40 de nos amis, de nos collègues, des gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes goûts que nous, et où on va trouver que par un jeu d'affinité élective qui marche très bien, on se rend compte qu'en fait là ça fonctionne. Donc ça c'est la deuxième chose que je voulais dire et qui est importante, c'est que les algorithmes de recommandation dont on parle beaucoup, les playlists, les services de streaming viennent s'ajouter à un ensemble de dispositifs qui existaient déjà auparavant et qui continuent à exister. Et parmi eux, il y a la recommandation en fait de pair à pair, de la discussion, etc. Et le fait est, et quand tu décrivais les Instagram et ce genre de choses, c'est aussi une façon en fait pour les biens culturels de circuler au sein des générations, au sein des groupes d'amis, au sein des réseaux de sociabilité, qui est en fait une continuation de ce qui finalement a toujours existé et ce qui explique que la musique d'une génération est très différente. Enfin, les musiques préférées d'une génération sont très différentes des musiques préférées des générations précédentes, qui fait qu'à un moment on a l'impression que nos parents écoutent vraiment n'importe quoi, et puis ensuite que nos enfants écoutent vraiment n'importe quoi, et que de toute façon la seule génération qui a raison c'est évidemment la nôtre. Donc ça continue. Je voulais compléter sur le côté plateforme. C'est vrai qu'on se dit quel patrimoine. Il y a bien entendu les plateformes sont des entreprises à but lucratif, c'est une qui est en bourse, etc. Elles sont pas là pour, elles sont, comment dire, si je caricaturais, je dirais qu'elles sont pas vraiment là pour la musique. C'est d'ailleurs, ça fait partie de
c'est des choses qui expliquent pas mal de choses quand on parle des plateformes. C'est des entreprises qui viennent toutes de la donnée. En fait, c'est des entreprises de technologie avant d'être des entreprises qui s'intéressent à la musique. Spotify, Guillaume citait le Spotify Teardown, là, le livre qui est sorti de chercheurs suédois, où il raconte bien à quel point Spotify, au début, était une plateforme qui se voulait un peu œcuménique, qui voulaient faire du jeu vidéo, pourquoi pas du livre, pourquoi pas du cinéma, etc. Et en fait, ils se sont concentrés sur la musique parce que la musique était la plus prête des arts à ce moment-là. Dans sa mutation numérique, il y avait des choses qui existaient déjà, le contrat de Deezer allait signer, etc., etc. Donc voilà, tout ça. Mais fondamentalement, ils sont encore en train d'apprendre ce que c'est que la musique. Et donc que la musique a une histoire, que la musique... voilà, enfin, c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler parce que vraiment, elles font des gros progrès. Elles ont accueilli des gens qui savent parler de musique, qui savent leur dire non mais là c'est pas cohérent ce que vous faites, etc. Mais après cela, on disait le but d'une plateforme de streaming qui vend des abonnements aujourd'hui, c'est que vous preniez un abonnement et donc que vous restiez que vous utilisiez le plus longtemps possible sur une même session et aussi sur une succession de sessions sur un nombre de mois donné, cet outil, parce qu'elles savent qu'au bout d'un moment, vous allez vous abonner, vous avez X% de chance, vous approchez de l'abonnement, plus vous utilisez. Et pour cela, elles ont effectivement fabriqué tout un environnement d'ergonomie, de recommandations, effectivement, elles ont fabriqué de l'éditorial aussi parce que ça leur permettait de sortir d'un rôle de pur tuyau de distribution vis-à-vis de leurs partenaires, comme elles disent, maisons de disques, parce que elles manquaient un peu de pouvoir dans cette affaire et faire de l'éditorial, ça redonne du pouvoir à la plateforme et ça permet de mieux négocier les fameux contrats qui sont en train d'être renégociés là tous les 3 ans. Et donc elles ont fabriqué cela. Et en fabriquant de la recommandation, il y a des biais qui se créent. Par exemple, alors je ne sais pas où ils en sont, mais Spotify, à un moment, ne recommandait jamais dans ses découvertes de la semaine. Donc les découvertes de la semaine, c'est le lundi, une playlist de morceaux d'artistes, soit que vous ne connaissez pas vraiment, mais qui sont dans votre sphère, soit d'artistes que vous connaissez déjà, mais vous ne connaissez pas forcément ce morceau, ou vous ne l'avez pas écouté depuis très longtemps, de redécouvertes, etc. Très bien fait. Et il ne faisait pas rentrer des œuvres qui dataient d'avant l'an 2000 dans ces playlists. Quand il y en avait, c'était toujours de la réédition. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'est vrai que s'il y en avait un John Coltrane, c'était forcément que le disque était ressorti depuis 2000. Ce qui a motivé aussi, ce qui peut être positif, c'est que ça a motivé les maisons de disques à rééditer, à ressortir des choses, etc., pour revenir, pour recréer en fait une sorte de nouveauté dans le catalogue. On crée de la nouveauté du catalogue. Donc, mais en tout cas, il y a des biais. Par exemple, moi, à un moment, je me suis pris de passion pour Monk et j'ai écouté tout Monk, du début à la fin, du premier album au dernier, sur Spotify. Ça m'a pris très longtemps. Et j'ai pas eu un seul morceau de Monk dans mes recommandations, ou alors très très peu, en tout cas vraiment c'était marginal. Donc on a comme ça des choses. Alors par contre, dès que j'écoute un morceau de U2, je vais en avoir, mais pendant 6 mois, j'ai le moindre morceau de U2 qui sort, je l'ai. Donc il y a des biais qui se fabriquent, etc. C'est pas forcément commercial, c'est des biais algorithmiques aussi. Voilà, il y a comme ça plein de choses qu'il faut avoir en compte, et pour se dire que finalement, les plateformes ne sont pas là pour donner accès au patrimoine, elles sont là pour donner accès à ce qui peut vous emballer à ce moment-là pour que vous restiez et que vous soyez content de votre abonnement. Si c'est du patrimoine, on en bénéficiera bien entendu, mais c'est pas du tout leur logique en fait telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc heureusement qu'il y a la BNF qui fait des parcours après d'écoute, etc., et qu'il y a énormément d'acteurs comme vous ici qui donnaient accès à tout ce tracé des chemins. Radio France le fait aussi, etc. Justement, la question que je posais, c'est est-ce que, je reprends la question, il y a 15 ans, effectivement, l'outil, vous disiez, c'était plutôt le blog. Là, aujourd'hui, c'est la playlist. Est-ce que c'est toujours l'outil dominant, la playlist ? Alors, je ne parle pas des playlists, effectivement, vous avez raison, les plateformes ne sont pas là pour faire, c'est pour faire la recommandation. Mais est-ce que la playlist est toujours l'outil dominant ou est-ce qu'il y a autre chose qui se dessine ? Je fais très, très, très vite, aussi pour compléter. Sur les plateformes, les playlists sont majeures parce que toute l'ergonomie tourne autour. Et d'ailleurs, il y a une grande interrogation. On dit c'est la mort de l'album, la fin de l'album, etc. Mais en fait, est-ce que les plateformes ne sont pas en train de fabriquer, en tout cas de minimiser
les albums qui continuent à sortir. En disant non mais en fait vraiment les playlists c'est beaucoup mieux, en fait les gens ils écoutent plus les albums du tout, c'est nul, c'est super ringard. On voit dans les écoutes, dans les chiffres, dans les données, ce que disent les labels, etc. Ce que constatent les chercheurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais mine de rien l'album il est en train de se noyer dans l'ergonomie des plateformes de plus en plus, parce que les playlists ça les avantage davantage. Je suis d'accord évidemment avec tout ce qui a été dit, et notamment le fait que les plateformes aujourd'hui sont user-centric et donc vraiment tournées vers l'utilisateur, l'abonné futur, l'abonné actuel et surtout l'abonné futur, puisqu'il y a un pourcentage ultra important de personnes qui sont connectées aujourd'hui quotidiennement, quotidiennement à Facebook et qui ne sont pas encore abonnés sur ce genre de plateforme. Donc pour eux, la logique c'est convaincre de rester, fidéliser, c'est ce qu'on disait effectivement avec des playlists, donc rentrer de plus en plus dans une logique de radio, de ne pas déranger l'auditeur, puisque à partir du moment où il commence une playlist, c'est de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible sur cette playlist. À partir du moment où on rentre dans une logique de radio, on rentre dans une logique d'uniformisation des formats, des contenus qui sont proposés. Nous, on travaille avec plein de genres différents d'artistes et de labels. Il y a certains artistes que moi j'apprécie personnellement énormément, avec qui j'ai eu des discussions en disant écoute, je serais ravi de faire ton prochain album, pardon. En l'occurrence, sache que si on le fait ensemble, ça va être très dur, parce qu'aujourd'hui tu es un groupe qui n'est ni du rock, ni du rap, ni du etc. Donc il y a une logique d'uniformisation aujourd'hui, en tout cas dans la stratégie de playlist, qui est principalement aujourd'hui tournée sur le rap, aujourd'hui sur la nouvelle variété française, toute la scène, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était effectivement un genre musical qui pour l'instant ne génère pas de revenus pour eux, mais sur lequel il y a la prochaine audience, et notamment un public plus âgé, donc qui sont en train d'aller récupérer. Et voilà. Et après, il y a des publics qui ne sont pas encore, ou qui peut-être ne découvriront jamais la musique via ces plateformes-là. Je pense principalement aux plus jeunes qui ne sont pas passés, qui sont des gros consommateurs de musique, enfin, en tout cas en ce qui concerne mes enfants, donc c'est peut-être pas forcément la règle absolue, mais qui sont des gros consommateurs de musique, qui sont totalement habitués à l'univers de la playlist, moi, je pense qu'on a tous vécu ça, mais qui derrière, quand tu les fais rentrer dans une voiture et que tu leur dis, tu as 5 minutes pour aller à la voiture, pour aller à l'école, et je veux écouter, je mets telle ou telle radio, et mince, il y a 5 minutes de publicité, et il n'y a plus aucun morceau, etc. Ils sont plus du tout habitués évidemment au format de la radio, ils sont habitués au format de je veux écouter tel ou tel truc, et j'ai l'impression que j'ai le choix en fait, mais bon, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc ils sont habitués à cet usage. En revanche, ils ne découvrent pas de la musique par ces biais-là. Ils découvrent de la musique alors ça va peut-être en faire bondir certains, mais ils découvrent de la musique comme exactement nous on a découvert de la musique à notre époque, par des personnes qui étaient identifiées à un moment comme des leader d'opinion, je déteste ce mot, mais ça peut être le type responsable de la médiathèque qui à un moment t'a fait découvrir Warp ou je ne sais quel label, et t'as découvert tout un pan tout d'un coup grâce à cette personne. Les leaders d'opinion ont toujours existé, ça a été des médias un peu traditionnels pendant un moment, ensuite ça a été des personnes très précises dans les médias, et aujourd'hui c'est pour une partie de la jeune population, c'est des youtubeurs, c'est des personnages comme ça. Voilà. Très concrètement, il y a des youtubeurs aujourd'hui où nous on arrive, où TikTok, cette plateforme anciennement Musical.ly, qui aujourd'hui est totalement hallucinante quand tu la regardes, quand tu regardes le concept de ce qui est réellement TikTok, mais qui sont des plateformes où des influenceurs sont capables de démarrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de démarrer une viralité sur un titre et de faire en sorte que ce titre va se répandre, que ce titre-là va devenir tout d'un coup avoir un succès phénoménal, etc. Mais sont des vecteurs, en tout cas, pour initier le plus fortement possible aujourd'hui de la découverte auprès des jeunes publics, en tout cas, évidemment. Sur cette question, je veux dire que nous, on cumule des handicaps. Alors, on s'adresse, tout ce qu'on a décrit là, ce patrimoine-là, il est accessible à des chercheurs qui ont des objets de niche vraiment très pointus. Mais donc, on est aussi une médiathèque publique avec ce parti pris d'avoir dématérialisé complètement donc, la diffusion. C'est-à-dire que nous n'avons plus du tout de CD.
Nous avons uniquement des abonnements à des bases musicales, mais extrêmement riches, étrangères. Donc la musique n'a plus aucune matérialité dans la salle qui est accessible donc à tous les publics. Et elle est devenue invisible et effectivement, c'est un challenge qu'on a beaucoup de mal à relever. Et puis, on a évidemment une bibliothèque numérique avec 5 millions de documents, Gallica, où il y a énormément de documents sonores. Et là, effectivement, mais là aussi, on est dans une stratégie on accumule les niches avec des parcours qui sont éditorialisés. Hein. C'est l'activité maintenant principale des bibliothécaires, c'est d'éditorialiser aussi, avec des gens qui sont très experts, justement, et qui sont capables de raconter beaucoup sur ce patrimoine qui est sans cesse en croissance et qu'on aborde vraiment par des chemins de traverse et sur lesquels on expérimente. En plus, la BNF ne prête pas, contrairement à vous, parce qu'on en parlait juste avant, hein, c'est quand même une énorme différence. Pourquoi venir écouter de la musique à la BNF ? C'est vrai que ça, c'est une question. Alors, on y réfléchit. Bon, encore une fois, on a notre public académique cible, mais qui ne vient pas tant que ça, parce que je ne sais pas qui savait qu'on avait cette mission de collecte et de conservation ce soir, mais elle n'est pas si connue que ça, y compris des professionnels et y compris des chercheurs, hein, pour certains. Moi, un moment vraiment très satisfaisant que j'ai vécu cette année, on a accueilli en résidence justement un artiste qui est Hannes Doss, bon, qui est comment le classer, qui est inclassable, mais peut-être électro, enfin dans cette veine-là, qui fait énormément de concerts, qui participe à beaucoup de festivals, et qui a donc été en résidence à la BNF et à la Villa Médicis, ce qui ne gâchait rien. Et en fait, il a exploité un fond sonore de l'exposition coloniale de 1931. On a collecté énormément à ce moment-là et on a ces enregistrements à la fois de dialectes, de musique. Et il a fait une réinterprétation et il a fait une soirée où il a donc livré son travail. Il code en même temps qu'il compose en direct, enfin, c'est un spectacle en soi, sur de l'immatériel total. Les collections étaient numérisées par nous, il les recodait en direct. Et donc là, on avait une espèce de boucle sur le patrimoine qui était éminemment contemporain. Et l'amphithéâtre était rempli de très jeunes qui étaient très experts sur les logiciels, sur ce type d'approche et de fabrication aussi de la musique. Ce qu'on va tenter de proposer, mais c'est ce que font beaucoup de nos collègues en région aussi, c'est d'être un lieu où, à partir de fonds, notamment qui sont libres de droit, hein, puisqu'on en a quand même un certain nombre, on puisse offrir des outils pour que les usagers puissent venir produire de la musique ou du son à partir de logiciels qui ne sont pas tous accessibles sur Internet. Là aussi, il y a un mirage, mais qui peuvent être quasi professionnels. On les accompagne pour ça. On a un petit studio embryonnaire de création audiovisuelle et on espère beaucoup agrandir cet espace, proposer des instruments, des outils, et que finalement, il y ait, à partir potentiellement de nos collections, c'est le principe du mash-up, hein, on est en train de le faire aussi avec une table mash-up qui permet de recomposer à partir de contenus existants, mais donc de devenir aussi soi-même recréateur à partir de ces fonds plus ou moins patrimoniaux. On a eu une expérience tout à fait similaire avec iCube, qui a fait un concert aussi à partir de nos collections de 78 tours numérisées. Mais bon, et avec les siestes électroniques, qui est donc un festival de musique à Toulouse, mais aussi qui a fait pas mal d'éditions à Paris avec le Quai Branly. On a un peu eu la même démarche où le Quai Branly a proposé à des musiciens de réinterpréter, soit des DJ, soit des musiciens, de réinterpréter les collections d'enregistrement de terrain du Quai Branly. Et c'est vrai que c'est la remarque que j'allais faire, c'est-à-dire que en fait, quand on pense au patrimoine musical ou sonore, j'ai l'impression qu'on pense beaucoup musique enregistrée et conservation. Mais là encore, si on élargit un petit peu la définition, un musicien de folk qui réinterprète une partition qu'il a trouvée, c'est une définition de la circulation d'un patrimoine et de l'activation d'un répertoire qui se rapproche peut-être un peu plus de la notion de commun que de la notion de patrimoine, parce que dans la notion de patrimoine, on a beaucoup parlé du fait que c'était des catalogues sous droit d'auteur, qu'on ne pouvait pas forcément transmettre comme ça, mais dans certaines configurations historiques, la musique n'a pas toujours été
protégée et vendue comme une marchandise. Donc c'est aussi des airs qui peuvent circuler, être réinterprétés, etc. Et donc on peut, les musiciens de folk ou les disjockeys qui choisissent de réinterpréter des enregistrements, ça fait partie d'un certain rapport à ce qui garde la culture vivante, et enfin ce qu'en fait une mémoire tout en la gardant vivante, et donc du coup c'est un rapport un peu plus dynamique. Après, je pense pas que, enfin c'est mon opinion personnelle, mais je pense pas que ça c'est bien quand ça s'ajoute évidemment aux missions de conservation, etc. Mais pour être un usager de la BNF et pour avoir des collègues qui ont fait des recherches sur les publics de la BNF, on voit aussi que c'est intéressant d'avoir un rapport au passé et comme chose conservée pour le temps long, pour la documentation, et que cet usage-là doit rester équilibré, j'imagine. Enfin, j'imagine que c'est votre perspective, avec le fait d'entretenir, de faire vivre les répertoires, de faire vivre les œuvres, les documents, etc. Bien, écoutez, finalement, on finit sur une note un peu plus positive, optimiste. Je le retourne, donc je pourrais voir peut-être si dans la salle il y a des questions éventuellement pour nos intervenants. Il peut y avoir un micro qui peut se promener. Voilà, non, personne ne... C'est toujours le premier qui doit se lancer, là. C'est un peu difficile, non? Bon, moi, je suis très intéressé, j'avais pas trop pensé à... C'est pas une question, c'est plus un enseignement, une réflexion c'est cette notion des collectionneurs privés, en fait, qui rejoint Je me tourne vers Thomas qui travaille pour Gallica et qui est collectionneur de 78 tours et qui avait fait une... Excuse-moi de te prendre... Thomas Henry. Thomas Henry, qui avait fait une présentation sur les premiers collectionneurs et que les premières collections vraiment avant les collections publiques, et que et finalement avant les collections publiques, grâce aux collectionneurs, on a une trace décrite. Enfin, tu pourras mieux en parler que moi, une description précise de ce qui se fait. Et peut-être que maintenant, une des solutions pour archiver ce patrimoine numérique, c'est en effet d'aller vers les collectionneurs privés. Ton disque dur, il faut que tu l'amènes à la BNF. Je connais des gens il y a eu plusieurs labels MP3 vers les années 2000 qui sont stockés sur des serveurs des gens du label. Voilà, donc peut-être que c'est une vraie solution fastidieuse et qui est individuelle, mais qui pourrait enrichir de façon pertinente ce travail-là, au-delà des automatisations de la musique plus commerciale. Enfin voilà, c'est une chose auquel j'avais pas trop pensé, qui fait vraiment le lien avec une histoire des collections. Je sais pas si tu veux préciser ce dont je parle. Modestement, mais de toute façon, sur la partie disque, si on part du dépôt légal, 1938, la phonothèque, il y a 50 années qui précèdent de production commerciale d'enregistrement sonore. Donc tout ce qui précède la mise en place du dépôt légal, c'est des acquisitions qui ont été faites au fil du temps. Donc ou des dons. Ou des dons, en tout cas, ça vient de collections essentiellement privées. Donc souvent, l'initiative privée a précédé l'initiative publique en termes de conservation. Ça, c'est une chose. Et alors effectivement, ça c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. L'histoire des collections, l'histoire des collectionneurs et l'identité qu'on peut leur donner. Tout à l'heure avec... je ne sais pas si Carole Gascar, votre adjointe, est encore ici. On parlait de deux fonds très spécifiques qui font partie des collections de la médiathèque musicale. Le fonds Jean-Marie Poilvé, donc des disques de diction, et le fonds de ce collectionneur japonais qui était passionné de Yabuki, de variété française, mais en 78 tours, mais sur des pressages japonais. Et je trouve que ça, c'est des histoires, c'est encore autre chose, une autre manière d'appréhender ce patrimoine, avec une identité, quelque chose de très personnel qui est mis dans ces espèces d'ensembles. Et ensuite, c'est intéressant de voir comment ça s'intègre dans un ensemble beaucoup plus large. À l'audiovisuel, au service son, il y a des fonds qui sont bien identifiés, d'ailleurs, Guy Ferrand, disques d'opéra, des choses comme ça. Et c'est aussi intéressant de voir comment ces ensembles privés vont s'intégrer, s'agréger dans des fonds plus larges. Donc, Merci Thomas. Une autre question, intervention, proposition? Bon, si vous voulez bien, on va conclure là cette table ronde. Merci donc à mes 5 invités. Alors, je vous signale, c'est le hasard sans doute qui veut que
Le 27 octobre, c'est-à-dire dimanche, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Voilà, donc, mais là c'est autre chose, puisque malgré le mot audiovisuel qui laissera entendre qu'il y a aussi du son, c'est plutôt le patrimoine d'image animée. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.